Ernesto regardait anxieusement la nuit par la fenêtre, tremblant de peur. Dans les contours des arbres, il voyait des créatures fantastiques qui semblaient vouloir emmener sa petite sœur dans leur monde. Il sauta du rebord de la fenêtre et se précipita vers la porte pour la verrouiller à double tour. Cependant, quelqu'un de l'autre côté la devançait et tira violemment la porte vers lui. Le garçon, pris de peur, cria. « Maman! Maman! Sauve-moi !» Comme en répondre à cette supplication, une voix familière retentit de loin, chantant avec assurance une chanson populaire. Cette chanson remplit rapidement tout l'espace, et le méchant invisible qui tentait d'entrer dans leur maison tira une fois de plus sur la porte avant de partir. Mais la chanson ne s'arrêta pas, elle se rapprocha de plus en plus d'Ernesto, qui sentit la chaleur familière de sa mère tout près de lui. Il avait très envie de se blottir contre sa mère, mais il ne pouvait pas la trouver, il n'entendait que sa voix. « Ne crains rien, mon chéri, maman est avec toi, chante comme moi et personne n'osera te toucher. » Et la chanson familière retentit encore plus fort. Le garçon se mit à chanter en chœur, mais sa voix s'éteignait constamment. Cependant, sa mère lui tapota l'épaule et l'encouragea. « Allez, Ernesto, sois plus sûr de toi, tu y arriveras. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. » Il rassembla toutes ses forces et se mit à chanter de tout son cœur. Au lieu d'applaudissements, Ernesto entendit des jurons à son encontre. « Ernesto, es-tu devenu fou? Pourquoi chantes-tu des chansons médiocres au milieu de la nuit ?» Félicita se pencha sur lui et commença à le gifler assez sensiblement sur les joues. « Réveille-toi, somnambule. Non seulement tu fais des choses étranges en plein jour, mais tu ne me laisses pas dormir la nuit. » Les longs cheveux de sa femme chatouillaient son nez, et l'homme éternua plusieurs fois. La réaction de la femme mécontente ne se fit pas attendre. « C'est bien ça, d'abord des chansons, et maintenant tu éternues sans arrêt. Il ne manquait plus que tu me transmettes une maladie quelconque. » Ces derniers temps, Ernesto était de plus en plus agacé par l'arrogance de sa femme. Et il saisit l'occasion pour la rabaisser. « Félicita, de toute façon, tu risques de t'infecter par moi, car nous dormons ensemble, ce qui assure un contact étroit. Seule une combinaison spatiale peut te sauver. » Félicita répondit par des insultes. « Tes plaisanteries plates ne font qu'accentuer la pauvreté de ton esprit. » Il s'agissait clairement d'une allusion à l'origine paysanne de son mari. Les doux rêves s'étaient dissipés complètement, et l'homme s'assit sur le lit. Il interrogea sa femme. « Félicita, tu es indubitablement brillante intellectuellement, mais tu as des problèmes évidents de grammaire. La médiocrité et l'intelligence sont presque des mots identiques, alors il ne faut pas les utiliser dans la même phrase. » La femme bondit du lit. « Tu es vraiment un philologue. Tout irait bien, sauf que toi, mon cher, tu dégages la campagne à 1 kilomètre à la ronde. Si ce n'était pas pour mon père, tu serais encore en train de végéter près de la chaîne de montage. Chérie, tu te trompes encore une fois, j'ai travaillé avec d'autres pièces automobiles, et je n'ai pas eu le temps de végéter, comme tu l'as si imprudemment exprimé. En général, voici un conseil pour toi à l'avenir. Avant d'utiliser des termes spéciaux, tu devrais au moins en étudier superficiellement la signification. » La femme arracha brusquement la couverture de lui. « Va au diable avec tes conseils. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas voir en toi une créature primitive. Tu prétendais être si amoureux, mais en réalité, tu ne voulais que la protection de papa. » Félicita, en colère, avait l'air ridicule et sans défense. Mais la situation ne jouait pas en sa faveur. Parce que, au fil des années de vie commune, Ernesto avait appris à gérer ses explosions de colère. Il lui dit calmement mais fermement. « Bon, arrête de te fâcher, rends-moi la couverture. J'ai froid. » « Oh, tu as froid. Pauvre petit. Tu te réchaufferas dans ton bureau. Bien que, fondamentalement, tu sois un locataire éternel dans cette maison et qu'il n'y ait rien ici qui t'appartienne. » Il savait que ce qui irritait le plus la femme, c'était son calme, alors il lui demanda avec un sang-froid glacial. « Félicita, qu'est-ce que tu veux obtenir? Si je ne te conviens pas, cherche un autre mari. Tu sais, je ne m'y opposerai même pas, mais ne fais pas de scandale au milieu de la nuit. » Tout en serrant la couverture contre sa poitrine, Félicita murmura à travers ses dents. « Je pense que tu as des problèmes de mémoire. C'est toi qui chantais au milieu de la nuit et qui m'as réveillé. C'est une belle chanson, les gens l'apprécient. Ma mère l'aime beaucoup. Elle m'est même apparue dans un rêve. Tout était si réel, même la terreur que provoque une réalité aussi pénétrante. » Félicita était fatiguée de rester debout avec la couverture dans les mains,
et elle s'assit à côté de son mari. Le nouveau sujet avait totalement captivé son attention, et elle exprima son opinion à ce sujet. On dit que de tels rêves présagent toujours quelque chose, il faut vérifier sur Internet. À quoi peux-tu associer une absurdité pareille? Je vérifierai demain, allons nous coucher, sinon il sera bientôt l'heure de se lever. Une deuxième invitation n'était pas nécessaire, et la femme se glissa sous la couette. Elle se recroquevilla en boule, et quelques minutes plus tard, on pouvait déjà entendre sa respiration régulière. Ernesto embrassa tendrement sa femme sur le front et murmura doucement. « Tu es toujours la même petite fille, même si tu essaies de te faire passer pour une dame adulte. » Félicita murmura quelque chose d'incompréhensible et se rapprocha encore plus de son mari. Ernesto, malgré tous ses efforts, ne put pas s'endormir cette nuit-là. Il attendait le réveil, pensant aux rêves qui avaient agité sa conscience. L'homme avait depuis longtemps coupé pratiquement tous les liens avec sa famille, car il ne faisait pas partie de sa nouvelle vie. Mais il n'éprouvait ni regret ni remords à ce sujet. La barrière qu'il avait érigée artificiellement lui permettait d'oublier la honte et l'humiliation qu'il avait souvent ressenties dans son enfance. Déjà à l'adolescence, il avait désigné sa mère comme la principale responsable de tous ses malheurs. Un peu plus tard, lorsque Ernesto avait réussi à améliorer sa vie, il avait tout simplement bloqué sa propre mémoire. Cette méthode l'avait aidé à fuir son passé. Seuls des fragments de souvenirs lointains surgissaient occasionnellement dans ses rêves confus, mais il n'avait jamais connu de vision aussi vive et réaliste. Le son de l'alarme électronique le tira brutalement de ses pensées. Ernesto réalisa qu'il s'était assoupi sans s'en rendre compte. Sa tête était lourde, et il se réprimanda silencieusement pour sa sensibilité. « J'ai laissé des bêtises me hanter. Au lieu d'oublier, je me suis laissé emporter. J'ai même eu une dispute inutile avec Félicita à cause de cette bagatelle. » Pour se remettre d'aplomb, il se dirigea vers une douche glacée. Les jets d'eau froide frappaient son corps, le revitalisant. Après la douche, Ernesto se sentit beaucoup mieux. Il prépara rapidement une omelette avec du jambon et du café. Plaçant les assiettes et les tasses sur un plateau, il se dirigea vers la chambre. « Mon amour, réveille-toi. » On entendit depuis sous la couverture. Cette chanson me plaît beaucoup plus. J'ai décidé de compenser tes pertes morales pour cette nuit sans sommeil, alors j'ai préparé le petit déjeuner moi-même. Je n'ai vraiment pas envie de me lever. Tu n'as pas le choix. L'homme tira sur le bord de la couverture. Ernesto, c'est cruel de ta part. Laisse-moi encore quelques minutes pour me détendre. Au fait, il est déjà 8h30, tu risques d'être en retard au travail. Allez, prends ton petit déjeuner, et ensuite, tu auras 10 minutes pour te préparer. J'ai une réunion importante à 8h15. Félicita regarda son mari avec un sourire en coin, mais elle ne dit rien. Cependant, Ernesto connaissait trop bien sa femme pour croire à son soudain apaisement. Alors qu'elle montait dans la voiture, il demanda comme si de rien n'était. « Et qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de me dire ?» La femme fit une expression étonnée. « De quoi tu parles ?»« De tout ça. Ce matin, quand tu dégustais l'omelette que j'avais préparée, tu me regardais d'une manière ambiguë. J'ai le droit. Parce que tu es mon mari. Mais honnêtement, je ne me souviens pas de ce à quoi je pensais alors. Et de toute façon, notre vie de famille est quelque peu étrange. Il y a quelques bizarreries, mais je ne le considère pas comme critique. » Félicita cria soudainement, effrayant son mari. « Ernesto, je me souviens. » « Félicita, peux-tu arrêter de crier comme ça? Je suis au volant. »« De quoi te souviens-tu? Quand tu es entré dans la chambre avec le plateau, j'ai pensé que j'avais déjà vécu une scène similaire dans ma vie. C'est exact, je te gâte souvent. Ernesto, tu as encore tout gâché. Je ne te dirai plus rien. » Pendant 5 minutes, la femme feignit d'être boudeuse. Mais à un moment donné, elle oublia et cria à nouveau. « Oui, j'ai aussi pensé que tu portais très bien cette robe de chambre dans un style oriental, associée à un plateau en argent. Au fait, mes copines de l'école de musique pensent que tu viens d'une famille aisée. Elles sont vraiment impressionnées par tes manières élégantes. Si elles savaient dans quel coin reculé je t'ai trouvé, elles tomberaient probablement dans les pommes. » La femme ne remarqua pas à quel point les jointures des doigts de son mari étaient devenues blanches. « Félicita, prends-tu plaisir à me rappeler mes origines? Et puis, je suis venu en ville par mes propres moyens, j'ai été accepté à l'université sans l'aide de personne. » La femme changea rapidement de visage. Elle incarnait maintenant l'innocence. « Ernesto, ne sois pas fâché. C'était accidentel.
Je voulais te faire un compliment, te dire que tu es unique à mes yeux. C'est pour ça que je t'aime. La femme plissa les yeux et poussa les lèvres en avant. Je t'embrasse, je m'en vais. Félicita, après le baiser traditionnel, sortit gracieusement de la voiture. Ernesto la regarda pendant un moment alors qu'elle se dirigeait élégamment vers le bâtiment de l'école de musique où elle enseignait la solfège. Avec admiration, il pensa, oui, ma Félicita sait se montrer sous son meilleur jour. Personne ne peut lui enlever ça. Tout le chemin jusqu'au bureau, il pensait à sa femme et à sa vie de famille. Cependant, dès qu'Ernesto franchit le seuil du bureau, toutes ses pensées se tournèrent vers le travail. La journée passa inaperçue, et il rentra chez lui de bonne humeur. Près du complexe résidentiel où ils avaient récemment acheté un appartement, il y avait un parking payant. Ernesto décida de laisser sa voiture sur ce parking, car tôt le matin, il devait partir en affaires dans la région voisine. En hiver, la nuit tombait déjà sur la ville à 5 heures. Il ne remarqua donc pas immédiatement la silhouette féminine près de son entrée. Ernesto composa lentement le code de la serrure sur les portes massives et s'apprêtait à entrer dans le hall lorsque, de la rue, une voix familière l'interpella. « Ernesto ?» Il sursauta de surprise et se retourna. « Maman ?» « Je ne t'ai même pas remarqué. » Michela fit quelques pas en sa direction. « Et moi, je t'attends ici depuis un moment déjà, j'ai même eu le temps de geler. J'ai vu ta Félicita, mais elle est passée devant moi sans me reconnaître, apparemment. » La femme regarda son fils avec espoir, mais celui-ci ne fit que remarquer d'un ton banal. « Eh bien, nous parlerons à la maison. »« Allez, maman. » Il n'y eut ni étreinte, comme c'est souvent le cas lorsque des proches se retrouvent, ni baiser. L'homme laissa sa mère passer en premier et la suivit. Michela montait péniblement les marches, sanglotant régulièrement. Ernesto avait peur de la regarder dans les yeux et se demandait fiévreusement ce qui l'avait amené ici. Michela sanglota à nouveau avec un tragique exagéré et déclara. « Ernesto, je ne t'aurais pas dérangé, mais j'ai eu un malheur. Notre maison a presque complètement brûlé. Je n'ai nulle part où aller. » L'homme fut stupéfait par cette nouvelle. « Comment ça, brûlé ? Un court-circuit s'est produit, le câblage était vieux. Je n'y comprends rien dans ce domaine. Ça faisait des étincelles à cet endroit depuis un moment déjà, et puis je suis allé à la poste pour envoyer un peu d'argent à Samantha. Elle a du mal à élever Francis toute seule, et elle n'a personne d'autre pour l'aider. Maman, attends, en quoi Samantha et ses problèmes ont-ils un rapport? Elle s'est créée sa propre vie comme ça. Qu'elle se débrouille maintenant. Raconte-moi plutôt l'incendie. Comment cela a-t-il pu se produire? Sa mère répéta avec irritation. Et à quoi je te disais? Je suis allé à la poste pour envoyer de l'argent à ta sœur, et en revenant, je vois de la fumée au-dessus de ma maison. J'ai failli m'évanouir. La voiture des pompiers est passée en trombe avec la sirène. Tout s'est effondré en moi. L'ascenseur s'ébranla, et les portes s'ouvrirent en grinçant. Ernesto était complètement déconcerté et sortit en premier de la cabine de l'ascenseur. Michela ne put sortir à temps, et les portes se refermèrent sur elle. Son fils remarqua avec mécontentement. « Maman, il faut être plus attentive. » D'ailleurs, la plupart des accidents surviennent à cause de l'inattention des victimes elles-mêmes. « Merci, mon fils. Tu soutiens bien ta mère. » De l'amertume perçait dans la voix de la femme, mais Ernesto ne s'excusa même pas. Il réfléchissait toujours fébrilement à la façon de gérer cette situation. En ouvrant la porte de l'appartement avec sa clé, il dit « Maman, reste ici un moment, repose-toi un peu, et je parlerai à Félicita. » Pourquoi ça? Tu n'as pas ton mot à dire dans cette maison? Apparemment, non. Tu vois, cette propriété, son père la lui a offerte. Michela s'assit sur le bord du meuble à chaussures, tandis que son fils se dirigeait vers la cuisine, où sa femme faisait un boucan avec la vaisselle. À l'arrivée de son mari, Félicita fit une remarque sarcastique. Il semble que ce fut un rêve prémonitoire, ta petite maman s'est pointée. Je suis émerveillé par nos concitoyens de la campagne. Ils peuvent vous tomber dessus sans avertissement, comme ça. Peut-être qu'elle va te demander de l'argent. Non, Félicita. C'est tout à fait différent. Maman s'est retrouvée sans abri. Notre maison a brûlé. J'espère que tu ne comptes pas lui proposer de rester chez nous. Je suis catégoriquement opposé. L'homme s'écria. Félicita, comment peux-tu dire ça? C'est la mère. Et alors? C'était la mère, pas la mienne.
Ernesto fut choqué par le cynisme de sa femme, mais il n'avait pas le temps de régler ce différend pour l'instant, car Michela attendait patiemment dans le hall que le couple montre au moins un minimum d'hospitalité. L'homme décida d'aborder la question différemment. Félicita, j'espère que ma mère peut au moins passer la nuit ici. Je ne peux pas la laisser passer la nuit dehors. Ernesto, tu sembles avoir oublié que c'est un appartement, et je n'ai pas intention d'en faire un refuge pour les démunis. Félicita, surveille ton langage. Aie au moins un peu de respect pour ma mère. Moi, je me fiche bien de ta famille et de ses problèmes. Trouve un hôtel pour ta maman et le problème sera réglé. Donne-lui 200 $ et elle se débrouillera. Ernesto sortit de la cuisine en claquant violemment la porte. Il esquissa un sourire crispé et voulut dire quelque chose d'encourageant à sa mère, mais trébucha sur le regard sévère de Michela. Ernesto, j'ai tout entendu. Tu n'as pas besoin de te justifier. La femme se leva péniblement du meuble et saisit ses sacs. À ce moment-là, Félicita sortit de la cuisine sans préambule et s'attaqua à la visite. Maman, inutile de jouer les offensés ici. Vous feriez mieux de penser à votre fils. Rien qu'à votre apparence, vous compromettez Ernesto. Une autre mère à votre place aurait réfléchi 100 fois avant de se pointer ici. Et vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, mais je n'ai vraiment pas intention de transformer mon appartement en refuge ou en dortoir. Voilà un peu d'argent pour vous, de quoi payer un hôtel et le trajet de retour. Félicita tendit plusieurs billets de 100 $ à sa belle-mère, mais cette dernière les repoussa brutalement. Je n'ai pas besoin de ton argent. Michela poussa la porte d'entrée entr'ouverte avec son pied et quitta définitivement l'appartement de sa belle-fille. Elle entendit son fils se justifier auprès de sa femme, tandis que cette dernière le réprimandait vivement. Pendant environ 5 minutes, les époux se disputèrent, et lorsque les passions se calmèrent, Ernesto se précipita à la suite de sa mère. Cependant, Michela était introuvable. L'homme parcourut tout le quartier, jeta un coup d'œil à l'aire de jeu pour enfants, attendit une demi-heure à l'arrêt de bus en espérant que sa mère se manifeste. Par précaution, il entra même dans le magasin le plus proche, mais nulle trace de Michela. La visite impromptue de sa mère, suivie d'une nouvelle dispute avec sa femme, avait ôté à l'homme toute envie de continuer à chercher. Pour se rassurer, il déclara à haute voix. Elle est probablement rentrée à la maison. Je l'appellerai demain pour savoir comment elle a résolu son problème de logement. Ernesto semblait avoir oublié la raison qui avait poussé sa mère à lui demander de l'aide. Aucune corde sensible ne vibrait en lui, car il ne se souciait guère du destin de cette femme à qui il devait la vie. Le premier souvenir conscient d'Ernesto remontait à sa petite enfance. Le village où le destin l'avait fait naître ressemblait à quelque chose entre une petite ville et un village. Deux quartiers s'étaient développés au point de fusionner, où, parmi les immeubles modernes de 5 étages, se trouvait une école, une crèche et de nombreux magasins. La vieille partie du village se composait principalement de constructions privées. La plupart des habitants de cette partie élevaient des volailles et du bétail, car l'agriculture domestique aidait les gens à survivre pendant les années difficiles de la période de transition et de la crise qui avait suivi. Mais Michela ne suivait pas les traditions généralement acceptées, car elle passait des journées entières à la ferme. La grand-mère d'Ernesto, Rosalia, réprimandait souvent sa fille. « Michela, tout est chez toi différent. Pourquoi ne prends-tu pas quelques poules avec un coq? Notre petit-fils aurait des œufs frais, mais ton petit garçon semble malade. » Mais Michela n'était pas du genre à se laisser faire. Elle avait toujours une réponse appropriée prête pour toute éventualité. Face aux reproches de sa mère, elle répondait à peu près ainsi. « Plutôt que de m'apprendre quoi que ce soit, tu ferais mieux de prendre toi-même un coq et des poules. Tu apporterais des œufs frais à ton unique petit-fils. Mais je ne suis pas en forme. J'ai déjà fait ma part de travail. Maman, ne fais pas la victime. Tu n'as même pas 50 ans. Pourquoi te prends-tu pour une vieille femme avant l'heure? De plus, jouer aux cartes avec les voisins jusqu'à minuit, même pour une femme en bonne santé, c'est trop. Mais je comprends, maman, que tu ne fais pas ces sacrifices uniquement par intérêt. » Quel sous-entendu? Rosalia fit de son mieux pour exprimer le plus grand degré d'indignation, mais elle n'obtint qu'un 3 moins bien mérité. Il convient de noter que le jeu de cartes, Durac, était le passe-temps préféré de l'époque. Rosalia avait un tempérament joueur et s'était adonnée à ce passe-temps plus tôt que prévu. En général, ces événements se déroulaient dans l'une des maisons des membres du club des amateurs de tels jeux. Un match était considéré comme terminé dès qu'un joueur obtenait les épaulettes du plus haut rang.
Le suspense était entretenu par le pot que le gagnant pouvait emporter à la fin de la partie. Michla avait découvert le passe-temps de sa mère par hasard. Sa meilleure amie Valentina, avec qui elle travaillait à la ferme, le lui avait révélé. Valentina, elle aussi, élevait seule sa fille, ce qui avait créé des liens quasi familiaux entre les deux jeunes femmes. Michla avait des relations tendues avec sa mère et Valentina lui avait un jour avoué. « Michla, tu n'es pas seule dans ce cas. Ma mère est aussi une fervente admiratrice de ce jeu. Tout irait bien, sauf qu'elle refuse de s'asseoir avec Bruna. Toi, tu as plus de chance à cet égard, car Rosalia veille sur Ernesto. » Valentina était bien informée sur les particularités des soirées des membres plus âgés de la communauté, et elle avait raconté à son amie que les respectables citoyens jouaient aux cartes pour de l'argent. « Michla, laisse-les devenir fous s'ils le souhaitent, mais j'ai peur que la police découvre ce que font les personnes âgées. Crois-moi, Valentina, personne ne se soucie des passe-temps de nos mères. » Les deux amis n'abordèrent plus ce sujet, jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produise. Les réunions du club avaient le plus souvent lieu chez Eleonora, la voisine de Michla. Cette personne très scandaleuse avait une passion pour l'argent, c'est pourquoi elle élevait des canards, des oies, des lapins et autres animaux domestiques dans sa cour. Un jour, pendant une partie de jeu, Rosalia a dû faire une pause pour des raisons évidentes. Quand elle se dirigea vers les toilettes, Ernesto, que sa grand-mère avait chargé de jouer dans la cour, la remarqua. Le petit garçon de 3 ans laissa ses jouets de côté et se précipita dans la cour voisine en criant. « Grand-mère, joue avec moi. » Cependant, les yeux de Rosalia étaient au bord de la patience en raison de la longue attente. Elle répondit. « Ernesto, joue ici, je m'occuperai de toi plus tard. » Le garçon commença à attendre sa grand-mère dans la cour, mais il fut soudainement intrigué par une oie, qui se distinguait non seulement par son tempérament difficile, mais aussi par sa grande taille. L'oie se précipita et se jeta sur l'enfant, le renversant par terre. Le garçon hurla de terreur, ce qui fit sortir sa grand-mère des toilettes. Rosalia, criant. « Oh, tu es un monstre. Lâche l'enfant. » Elle attrapa l'oie par le cou et la frappa violemment contre la clôture. Lenny vaincu émit une série de son butureau et se tut. La propriétaire sortit de la maison en courant. « Rosalia, qu'as-tu fait à mon Carl? Comment mon troupeau va-t-il survivre sans son leader ?» Ce n'est que lentement que la grand-mère réalisa que Carl était l'oie agressive qui avait attaqué son petit-fils. Elle releva l'enfant du sol, qui se comportait de manière très étrange, et essaya de le secouer, mais le garçon ne pleurait même pas. Rosalia avait peur pour son petit-fils. « Eleonora, peu importe ce qui arrive à ton Carl. Ton oie a terrorisé mon petit-fils. Ernesto, dis quelque chose à ta grand-mère. » Mais l'enfant resta silencieux. Au lieu de manifester de la compassion et d'aider son ami, la propriétaire de l'aire de jeu réprimanda le petit de 3 ans. « Ernesto, pourquoi es-tu venu dans ma cour? Tu aurais dû jouer chez toi. » Rosalia repoussa brutalement sa voisine. « N'ose pas crier sur mon petit-fils. » Elle cria dans toute la rue. « Je me moque bien de ton gamin. Mon oie est plus importante pour moi. Qui va me rembourser mes pertes maintenant? Où vais-je trouver une autre oie comme celle-là? » La grand-mère Eleonora éclata en sanglots à haute voix et se précipita vers l'oie gisant à l'écart. Apparemment, les larmes de la propriétaire avaient un effet revigorant sur l'animal. L'oie commença d'abord à glousser, puis se leva péniblement et se dirigea vers les 2 oies qui l'attendaient patiemment près du poulailler, ainsi que la couvée d'oisons qui attendait le retour de son chef. La voisine rayonnait de bonheur, tandis que Rosalia, tenant son petit-fils dans ses bras, s'éloigna de la cour. « Eleonora, tu es vraiment bête, et ton oie est méchante. C'est fini, je ne viendrai plus chez toi. Ça m'est égal. » Près de la cour, les voisins les plus proches s'étaient déjà rassemblés et se réjouissaient sincèrement du spectacle animé de la dispute entre les 2 amis. Après cet incident, les femmes âgées se sont soigneusement évitées mutuellement. L'oie Carl s'est rapidement remis du stress qu'il avait subi. Cependant, l'attaque de l'oie agressive a eu des conséquences pour le jeune Ernesto. En fin de journée, le garçon reprit conscience, mais lorsqu'il parla, sa grand-mère se prit à tête. « Aïe aïe aïe, il bégait maintenant. Ernesto, Michla va me rendre folle. » Bien sûr, la jeune mère, en apprenant cet incident choquant, s'en prit à Rosalia. « Maman, comment puis-je te faire confiance avec l'enfant après cela ?» La grand-mère, bien qu'elle soit très inquiète pour son petit-fils, renversa la situation sur sa fille. « Je ne me suis pas proposé comme nounou. Je ne suis pas en état de m'occuper d'un enfant.
Pourquoi ne pas l'inscrire à la crèche? Michela trouva ce conseil raisonnable, mais le bégaiement d'Ernesto s'aggravant, elle fut contrainte d'emmener l'enfant dans le village voisin chez sa grand-mère, qui avait l'habitude de soigner les enfants apeurés. Ernesto se souvenait encore comment la vieille femme, qui ressemblait beaucoup à la sorcière Baba Yaga, avait d'abord mesuré sa taille avec un fil, puis avait coupé une mèche de cheveux. Elle donna ensuite les fils avec les cheveux à Michela et lui demanda de les cacher chez elle, dans le cadre de la porte. Pendant ce processus, on lui conseilla de réciter des mots pour conjurer le malheur. Probablement, la méthode recommandée par la guérisseuse a été bénéfique pour l'enfant, car peu de temps après, Ernesto se remit à parler normalement. La peur des oies, cependant, resta avec lui pour le reste de sa vie. Une fois qu'Ernesto fut complètement rétabli, Michela inscrivit son fils à la garderie. Et Bruna, la fille de Valentina, avait déjà bien pris ses marques. C'était un événement marquant dans la vie des deux femmes. Les mères célibataires estimaient que le destin leur indiquait ainsi les bonnes décisions pour leur avenir. Tante Valentina, en particulier, aimait fantasmer sur ce sujet. Michela, imagine que nos enfants grandissent et se marient. Alors, nous serons vraiment parentes et nous nous occuperons ensemble de nos petits-enfants. Michela croyait davantage en la vie réelle et, par conséquent, souhaitait secrètement un avenir plus réussi pour son fils, avec une femme riche. Mais elle ne partageait que rarement ses projets avec son ami. Elle n'a rien dit à Valentina sur sa liaison secrète avec un jeune agronome que leur exploitation agricole avait envoyé pour un échange d'expériences. Michela était tombée amoureuse du diplômé de l'Académie agricole dès le premier regard. Gustavo avait 4 ans de moins qu'elle, mais se fait préoccuper peu la femme désireuse. Alors que l'exploitation agricole, qui vivait ces derniers mois, ne savait pas où loger le jeune spécialiste, la direction s'était tournée vers Michela avec une demande. Michela, tu as une grande maison et tu vis seule. Accepte que ce gars y habite pendant quelques mois. Nous te donnerons une prime. Michela a immédiatement accepté. Qu'il vive ici, mais pas de fête. Michela, Gustavo est un homme sérieux. Sa femme est enceinte. Michela avait alloué à Gustavo une chambre séparée où il avait vécu tranquillement pendant 4 mois. Une fois qu'il avait acquis de l'expérience, il était parti retrouver sa femme, qui venait de donner naissance à leur fils. Peu de temps après son départ, Michela avait remarqué que son propre ventre grossissait. C'est le petit Ernesto qui avait remarqué en premier que quelque chose n'allait pas avec sa mère, mais à 5 ans et demi, il ne comprenait pas tout et avait décidé de partager ses inquiétudes avec sa grand-mère. Grand-mère, maman est malade. Il faut la sauver. Rosalia avait serré son petit-fils dans ses bras et l'avait embrassé sur le sommet de la tête. Quel menteur tu es! D'où tiens-tu que maman est malade? Apparemment, elle ne tousse pas. Ernesto avait écarquillé les yeux. Grand-mère. Tu n'as pas remarqué que le ventre de maman est devenu vraiment gros. Elle doit avoir de gros parasites dans le ventre. On nous a dit à la garderie qu'il faut se laver les mains. Et maman a probablement oublié de se laver les mains, alors elle a des vers. Pendant qu'Ernesto racontait sa version, sa grand-mère était assise, la bouche grande ouverte, et n'avait même pas cligné des yeux. Puis elle avait longuement gardé le silence. Michela, qui ne se doutait de rien, était rentrée tard ce soir-là et avait été accueillie par sa mère à la porte, tenant un balai. Honte à toi! Tu es à nouveau enceinte. Michela avait repoussé les accusations d'un air abattu. Maman, calme-toi. C'est ma vie. Toi non plus, tu n'es pas un ange, tu as vécu toute ta vie seule. Ne me réprimande pas. J'ai un tampon dans mon passeport, et je t'ai donné naissance de ton père légal. Ernesto ne comprenait rien à cette dispute. Il s'était blotti dans un coin, essayant de ne rien manquer de la conversation. À la fin de la dispute, les deux femmes s'étaient serrées dans les bras et avaient pleuré, maudissant leur destin malheureux. À l'automne, Samantha, la petite sœur d'Ernesto, était née. Le bébé n'avait pas d'abord plu à son frère aîné, car elle était encore trop petite et ne savait pas parler. Michela avait essayé à plusieurs reprises d'encourager son fils aîné à apprécier sa petite sœur, mais il avait déclaré: « Je ne jouerai pas avec elle. Maman, pourquoi avons-nous besoin d'elle? Donne-la plutôt à quelqu'un d'autre. Ernesto, ce n'est pas possible. Samantha est ta petite sœur, et tu dois la protéger. Je ne veux pas. Je préfère protéger Bruna, parce que je l'aime plus et nous avons convenu que lorsque nous irons à l'école, nous serons assis à la même table. » Ernesto et Bruna avaient été placés dans une classe où des enfants de famille aisée étudiaient.
Cette situation avait résulté du fait que leur mère avait soumis leur demande d'inscription à l'école tardivement. Ce qui était encore plus étonnant dans cette répartition déséquilibrée, c'est qu'il y avait de nombreux nouveaux Italiens dans leur petit village, qui avaient réussi à amasser une fortune en quelques années seulement. L'attitude des enseignants envers les enfants dans les classes élitistes était également nettement différente. Valentina et Michela estimaient donc qu'elles avaient eu beaucoup de chance. Valentina, en particulier, se réjouissait de cette chance. Michela, que Dieu fasse en sorte que nos enfants réussissent dans un tel environnement. Ne te fais pas d'illusions. Nos enfants, comme nous, porteront l'étiquette d'être simples. Bien sûr, il est possible de réussir, mais c'est très difficile. De plus, rien ne garantit que nos enfants ne seront pas transférés dans une autre classe. Michela ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Pendant toute la première année, Ernesto et Bruna avaient été assis au dernier banc. Cependant, cette configuration de classe leur convenait tout à fait, car ils pouvaient travailler tranquillement sur ce qui leur passait par la tête pendant les cours. Par exemple, Bruna dessinait des filles aux tenues colorées, tandis qu'Ernesto modelait des figurines en pâte à modeler. Mais tout ce qui est caché peut devenir réalité d'un moment à l'autre. Un jour, à la fin de l'année scolaire, leur jeune et attentive institutrice les exposa à une situation délicate. Cependant, par inexpérience ou peut-être délibérément, elle provoqua une humiliation publique en exposant la créativité du duo indiscipliné devant toute la classe. Regardez, les enfants, ce que font Ernesto et Bruna pendant le cours. L'un dessine des poupées, l'autre sculpte des figurines. Pendant ce temps, nous apprenons à écrire correctement. Peut-être que Ernesto et Bruna sont des prodiges qui ont déjà tout appris. La question de l'enseignante s'adressait aux élèves qui s'étaient conduits de manière répréhensible, mais ils ne voyaient aucune malice. Bruna n'avait pas hésité à se présenter devant la classe et avait déclaré avec assurance. « J'ai appris à écrire et à compter quand j'avais 4 ans. Je lis même des histoires depuis longtemps. Parce que ma mère n'a pas le temps. Elle travaille tout le temps. » L'enseignante avait ensuite posé une question. « Et qui t'a tout appris, ma chérie ?»« Ma maman. Elle est très intelligente et c'est tout. » Ernesto voulait aussi faire valoir sa place et rejoignit son ami. « Ma maman c'est tout aussi, elle est intelligente, et mon papa conduisait un char. » Les camarades de classe riaient doucement dans leurs mains, mais l'enseignante avait éclaté de rire si fort que les vitres en avaient tremblé. « Des petits menteurs. Tout le monde sait que vos mamans travaillent à la ferme. » Le rire des enfants emplit la salle de classe. L'enseignante avait continué. « Ernesto, tu ferais mieux de ne pas mentir comme ça. Ta mère n'est pas intelligente, et tu n'as pas de père, et tu n'en as jamais eu. » Le garçon attirait les regards moqueurs de ses camarades de classe. Il ne le voulait pas, mais les larmes jaillirent de ses yeux, et Ernesto cria en colère à l'enseignante. « Vous mentez vous-même. Tous les enfants ont des pères, ils vivent parfois dans une autre ville. » La jeune enseignante avait réalisé son erreur et avait essayé de réparer les dégâts. Elle avait assis le garçon à son pupitre et avait tenté de le calmer. « Ernesto, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne comprends pas les blagues ? Je ne voulais pas te blesser. » Mais l'enfant était déjà en pleine crise. Il cherchait désespérément de l'air et répétait sans fin. « Vous n'êtes pas une vraie enseignante. Les vraies enseignantes sont gentilles, mais vous êtes méchante. » Apparemment, la peur vécue dans sa petite enfance avait laissé des séquelles sur l'enfant, et il se débattait avec des mouvements spasmodiques des mains et des jambes. L'enseignante avait perdu tout contrôle et sanglotait d'une voix tremblante. Les enfants couraient chercher quelqu'un dans la salle des enseignants. L'un des petits s'était précipité dans la salle des enseignants, et en moins d'une minute, un enseignant plus âgé était arrivé pour prêter main forte. La jeune enseignante raconta ce qui s'était passé, en bégayant sur chaque mot, mais Bruna, dont tout le monde avait oublié l'existence, intervint de manière inattendue. « Donatella, pourquoi mens-tu ? Tout s'est passé complètement différemment. Vous avez dit des choses méchantes à Ernesto et à sa mère, et il s'est vexé. » La fille raconta brièvement le drame qui s'était déroulé en classe. Ernesto fut conduit dans l'infirmerie, où l'infirmière parvint rapidement à le ramener à lui sans avoir besoin de médicaments ou de piqûres. Tout ce dont il avait besoin, ce furent des mots bienveillants. La situation était déjà résolue lorsque Michela arriva à l'école. « Que s'est-il passé avec mon fils ?» demanda-t-elle. La femme était au bord de la crise de nerfs et exigeait des explications des enseignants, mais ces derniers gardaient le silence, se lançant des regards complices. C'est alors que Bruna décida d'informer la mère de son ami sur la manière dont l'enseignante avait maltraité son fils.
L'humeur de la mère malheureuse se transforma en colère. Ah, voilà ce qui s'est passé. Merci, Bruna. Michela se mit à chercher la responsable de l'incident. Cependant, lorsque les cours des élèves de première année se terminèrent, Donatella n'avait aucune intention de régler ses comptes avec la mère en colère de son élève. Elle décida donc de fuir par la sortie de secours. Mais Michela avait elle-même été élève dans cette école, et elle déjoua la manœuvre de la jeune enseignante. Elle la rattrapa à la sortie et la secoua vivement. « Madame, personne ne vous a donné le droit de lever à un. » Mais la mère indignée était déjà incontrôlable. Michela se jeta sur l'enseignante sans ménagement. « Écoute-moi. Je vais te parler de tes droits et de tes devoirs. Tu penses que tu as appris à être enseignante et que tu peux faire ce que bon te semble. Eh bien, ça ne marchera pas comme ça. Souviens-toi, si tu humilies à nouveau mon enfant, tu devras te battre avec moi de toutes tes forces. Est-ce que c'est bien clair pour toi ?» Donatella, à ce moment-là, ressentait une peur animale, si bien qu'elle bredouillait des paroles incompréhensibles. Mais derrière les coulisses, plusieurs élèves plus âgés observaient la scène avec enthousiasme. Le lendemain, la nouvelle du scandale se répandit rapidement dans le village, et l'école fut secouée par l'incident. Bien sûr, cet incident aurait pu être résolu autrement s'il ne concernait pas des élèves de première année. Par conséquent, la jeune enseignante dut démissionner, et, d'un commun accord entre les mères d'Ernesto et de Bruna, les deux enfants furent transférés dans une autre classe de première année. C'est Elisa qui prit en charge leur éducation, une enseignante très gentille avec une grande expérience. Cependant, les relations avec leurs camarades de classe ne se passèrent pas bien. Les élèves de la nouvelle classe évitaient ostensiblement les nouveaux venus, mais Ernesto et Bruna ne se laissèrent pas abattre et apprécièrent leur amitié l'un envers l'autre. Valentina, avec un sourire attendri, observait les enfants et disait souvent à son amie: « Michela, je regarde nos écoliers, et ils me rappellent de plus en plus le couple mignon de la publicité. » Michela, plus pragmatique dans sa vision de la vie, n'était pas aussi enthousiaste à propos de l'amitié enfantine. « Ne te réjouis pas trop vite, Valentina. Quand tout le monde vous ignore, nos enfants n'ont d'autre choix que de se soutenir mutuellement. » Michela, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? À mon avis, c'est plutôt charmant. Après tout, les enfants grandissent tout un jour, ils fondent leur propre famille. Et nos enfants n'auront pas à chercher un partenaire, car le destin s'en est déjà chargé. Valentina, ne présume pas trop tôt. On ne sait pas encore comment la vie évoluera. Et excuse-moi, mais je ne vois vraiment rien de positif si tout se passe réellement comme tu le prédis. D'un commun accord tacite, les amis évitèrent d'aborder davantage ce sujet. Pendant ce temps, l'amitié d'enfance entre Bruna et Ernesto se renforçait chaque jour un peu plus. Au fil des années passées à l'école, ils ne se sont jamais disputés, mais après leur diplôme, une sérieuse querelle a éclaté entre eux. Ernesto était passionné par la technologie, tandis que Bruna voulait qu'ils s'inscrivent ensemble à l'école vétérinaire. Bruna défendait ardemment son plan. « Ernesto, réfléchis par toi-même, c'est la décision la plus raisonnable dans notre situation. Je veux aussi aller à l'université, mais ma mère ne pourra pas se le permettre. Et dans ta famille, la situation n'est pas meilleure, car tu as encore une petite sœur qui grandit. En fin de compte, nous pouvons obtenir un diplôme d'études secondaires, puis entrer directement à l'université. C'est ce que font tous les autres. » Cependant, le discours passionné de Bruna n'a pas convaincu Ernesto. « Bruna, tu expliques tout très bien, mais le problème avec ton plan, c'est que 3 années seront perdues en vain. Fais comme tu le souhaites, mais moi, je vais immédiatement m'inscrire à l'université. Et désolé, mais la vétérinaire, ce n'est pas pour moi. » En réponse, elle lui lança de manière expressive: « C'est ton choix. » Et Bruna, de manière démonstrative, tourna les talons et quitta le café où le couple avait l'habitude de se retrouver le soir. À la suite de ces désaccords naissants, les relations entre les jeunes se détériorèrent temporairement. Ils en vinrent même à ne plus se voir ni à se téléphoner. Bruna soumit sa candidature au collège vétérinaire où la concurrence était faible. En revanche, les choses étaient moins favorables pour Ernesto. Il manqua quelques points, l'empêchant ainsi d'obtenir une bourse pour ses études. Le jeune homme retourna chez lui avec le cœur lourd. Michela tenta de réconforter son fils. « Ne sois pas désolé. Travaille pendant 1 an et essaie à nouveau. Maman, tu ne comprends pas. Si je repousse encore d'1 an, l'armée m'enrôlera. Ce n'est pas si grave. Tout le monde sert. C'est le devoir de tout homme normal. Maman, s'il te plaît,
ne dis pas ça. Pourquoi ai-je eu si peu de chance? Pourquoi suis-je né dans une famille pauvre? Michla fut choqué par de tels propos. Ernesto, peut-on dire de telles choses? Je vis uniquement pour toi et Samantha. Je travaille jour et nuit. Le jeune homme demanda à sa mère. Et qu'as-tu accompli grâce à ton dur labeur? C'est ainsi que tu le veux? Ne rien faire et tout avoir. Oui, c'est ce que je veux, et je ne vois rien de mal à cela. Si nous avions de l'argent, je pourrais me permettre d'aller dans une école payante. Après tout, j'ai un bon score. Michla se perdit dans ses pensées. Toute la journée, elle avait cherché une solution à ce problème difficile, comment financer les études de son fils. Toutes sortes d'idées lui étaient venues à l'esprit, mais aucune d'entre elles ne semblait convenir. Pour la première fois de sa vie, elle décida de demander conseil à sa mère. Rosalia écouta attentivement sa fille. L'argent, on pourrait dire qu'il est sous tes pieds. Michla leva les yeux avec surprise, mais par précaution, elle regarda sous ses pieds. Maman, que veux-tu dire? Tu te sens bien? Je n'ai pas beaucoup dormi. Hier soir, nous avons joué aux cartes jusqu'à 2 heures du matin. Mais ce n'était pas mon jour de chance. J'ai perdu. Mon Dieu, tu n'as vraiment rien d'autre à faire? Non. Tu sais à quel point c'est ennuyeux de rester seul entre 4 murs. Je me traîne de coin en coin toute la journée. Alors, j'ai pensé que Michla pourrait vendre sa maison et que je pourrais emménager chez toi. Et l'argent servirait pour l'éducation de mon petit-fils. La vieille femme regarda sa fille avec espoir. Michla ne savait pas si elle devait pleurer ou rire. Maman, je t'ai proposé 1000 fois de venir vivre avec moi. Mais tu as toujours refusé. Maman, tu ne peux pas nier ça, n'est-ce pas? Je finis par ne plus te comprendre. Je ne voulais pas avant, mais maintenant les temps ont changé. Seulement, je ne sais pas combien on me donnera pour ma maison. Michla ne rentra pas chez elle, elle vola. Dès le pas de la porte, elle commença par chanter le couplet de sa chanson préférée. Ernesto savait déjà que sa mère ne chantait cette chanson que lorsque son humeur était au beau fixe. De plus, après l'introduction musicale, la partie principale du programme devait suivre, et il avait raison. Après la chanson, Michla annonça solennellement. « Mon fils, tu peux soumettre ta candidature pour des études payantes, si ce n'est pas trop tard. » Ernesto n'en croyait pas ses oreilles. « Maman, il n'y a pas si longtemps, tu disais que nous n'avions pas d'argent. » La femme fit un clin d'œil malicieux à son fils. « Eh bien, nous avons eu un sponsor inattendu en la personne de ta grand-mère. Elle a décidé de vendre sa maison. » Le jeune homme n'écouta même pas jusqu'au bout, il se mit lui aussi à danser frénétiquement. « Génial, bravo grand-mère. Je lui serai reconnaissant toute ma vie. » Mais la joie du jeune homme fut brusquement interrompue par un avertissement de sa mère. « Ernesto, ne pense pas que tout l'argent t'appartient. Nous partagerons la somme en deux. Samantha grandit, elle devra aussi faire des études. » Après que tout ait été dit, Michla se dirigea vers la cuisine pour préparer le dîner. Elle ne vit pas le visage furieux de son fils. Lorsque sa mère sortit de la pièce, il murmura. « Samantha, Samantha, tout pour Samantha, parce qu'elle est la plus jeune. » D'accord, je supporterai ça. L'acheteur pour la maison de Rosalia a été rapidement trouvé, et ce n'était pas sans l'aide de Valentina, qui était partout à la fois. Après avoir reçu la caution, la grand-mère a immédiatement remis l'argent à son petit-fils. Ce dernier est alors parti en ville pour déposer ses documents à l'université. À la commission d'admission, ils ont remarqué avec mécontentement. « Jeune homme, pourquoi avez-vous attendu jusqu'au dernier moment ?» Ernesto a répondu sans hésitation. « Je n'avais pas d'argent. » La femme, sarcastique, a demandé. « Et ensuite, l'argent est tombé du ciel. Ou peut-être que tu cherchais un trésor, tellement tu voulais étudier. Quelque chose comme ça, ma grand-mère a vendu sa maison. » Une femme d'âge mûr, portant des lunettes fines, fixa le jeune homme et dit. « Mon Dieu, quelle dévotion! Jeune homme, vous devriez porter votre grand-mère sur vos épaules. » Essayez de justifier ses espoirs. Ernesto avait promis à cette femme passionnée de montrer le meilleur de lui-même. De retour chez lui, il décida qu'il était temps de rétablir des relations normales avec Bruna, et la meilleure occasion pour cela était un voyage ensemble vers son lieu d'études futur. Ils convinrent de se retrouver à la gare et montèrent dans le même wagon du train. Cependant, après plusieurs semaines de séparation, les jeunes avaient appris à se débrouiller sans l'autre, et la conversation entre eux ne coulait pas naturellement.
Ernesto parlait avec enthousiasme à Bruna de l'acte héroïque de sa grand-mère, mais Bruna ne souriait même pas. Pendant presque 2 heures de trajet, la jeune fille ne répondit que brièvement par oui ou non. Elle était perdue dans ses pensées. Ils se séparèrent à l'arrêt de bus. Ernesto fit une demande. Bruna, ne te perds pas, appelle plus souvent. Elle sourit, s'efforçant de le faire paraître aussi indifférente que possible. Ernesto, c'est traditionnel que le garçon appelle en premier. Pourquoi devrais-je te déranger? Peut-être que tu auras une petite amie. Le bus s'éloigna de l'arrêt, et le jeune homme essaya de comprendre la signification cachée derrière ces derniers mots. Peut-être que Bruna est simplement jalouse de moi, pensa-t-il. Cette idée l'amusa tout en renforçant sa propre estime. Jusqu'à ce jour, Ernesto n'avait jamais réfléchi à ce que pouvait signifier ou devenir leur relation. Bruna avait été une bonne amie. Elle ne l'avait jamais déçu et avait toujours tenu ses promesses, mais tout ce appartenait à l'enfance. Maintenant, Ernesto voulait savoir s'il aimait réellement Bruna, ou si leur lien était toujours celui de l'amitié enfantine. Il ne savait pas que, à ce moment précis, son ami dans le bus essayait également de répondre à la question de savoir si elle resterait simplement amie ou si leur relation passerait à un tout autre niveau. Mais comme cela arrive souvent, la vie elle-même finit par mettre chaque chose à sa place. Pendant les 6 premiers mois, les jeunes se rencontraient presque chaque semaine lors de leur voyage au village. Ils bavardaient dans le train sur divers sujets, mais évitaient soigneusement de discuter de leur vie personnelle. Seule une fois, Bruna demanda comme par inadvertance. « Et dans ta classe, y a-t-il des filles ?» Ernesto éclata de rire. « Quoi ? C'est une université technique, les filles ne sont pas intéressées par les engins. Je suppose qu'à ta faculté vétérinaire, il n'y a que des filles. » La jeune fille détourna coquettement les yeux. « Ernesto, pourquoi te moques-tu ainsi ? Je suis à l'université et après avoir obtenu mon diplôme, je trouverai peut-être un travail dans une clinique vétérinaire. Donc, tu iras travailler à la ferme de ta mère. » Bruna soupira. « Oui. Mais tu sais, je ne le regrette pas du tout. Le plus surprenant, c'est que dans notre université, il y a des filles et des garçons tout à fait ordinaires. Alors, il y a quand même des gars. Oui. Ne pense pas que le collège soit nul. Nous avons des événements intéressants de toutes sortes. En général, c'est très intéressant là-bas. Peut-être que tu me convieras un jour ? Je dois bien savoir avec qui tu traînes. À la première occasion, je t'inviterai, c'est promis. » Mais cette occasion ne se présenta jamais. Les études absorbèrent entièrement Ernesto. De plus, il dut travailler en tant qu'ouvrier dans une usine le soir pour gagner un peu d'argent pour ses vêtements et autres nécessités. Bruna trouva également un moyen supplémentaire de gagner sa vie. Une connaissance l'aida à trouver un emploi dans un salon de toilettage pour chiens. Lorsque Ernesto apprit la nouvelle activité insolite de son ami, il rit longtemps. « Bruna, peut-être que tu ouvriras aussi un atelier à l'avenir, et tu coudras des vêtements à la mode pour les chats, les chiens et autres animaux. Ne ris pas à tort. À ta connaissance, c'est aujourd'hui une activité très rentable. Par exemple, ma patronne a commencé par s'occuper des animaux de compagnie de ses amis. Ensuite, ses amis ont parlé de cette talentueuse couturière à d'autres amis. En bref, après 6 mois, elle avait déjà trop de clients. Et seulement 1 an après le début, elle avait son propre atelier. Eh bien, chacun perd la tête à sa manière. Certains achètent des voitures de luxe, d'autres dépensent une fortune pour des chiens de race. Je ne sais même pas ce que tu choisirais, Bruna, quand nous nous marierons. » Cette déclaration fut inattendue. Elle essayait de parler avec indifférence, mais sa voix tremblante trahissait son excitation. « D'où viens-tu avec l'idée que nous nous marierons, Ernesto ? Tout va dans cette direction. Il doit bien y avoir une suite logique ou une conclusion à notre amitié. Peut-être, il doit y en avoir une. Mais je n'y ai pas encore réfléchi. Tu as encore le temps d'y penser. » Bruna éclata de rire. « Ernesto, viens-tu de me faire une proposition ? Je t'ai bien compris. Eh bien oui. Mais tu es encore en train d'étudier. Si tu ne le savais pas jusqu'à présent, je vais te révéler un terrible secret. Selon les statistiques, les étudiants se marient même plus souvent que les adultes. C'est étonnant. C'est la première fois que j'entends ça. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, et il me revient de tout enseigner. » Après cela, un baiser a suivi. Le couple était ravi de cette nouvelle étape de leur vie, et pour ne pas perdre de précieux jours en vain, ils ont décidé de vivre ensemble. Après de courtes recherches,
Ernesto a trouvé un logement abordable, une petite chambre dans un vieil immeuble. La propriétaire leur a remis les clés sans poser de questions, mais elle les a avertis. Vous n'avez qu'une petite chambre à votre disposition. Pour l'instant, je vis chez ma fille, mais je passerai de temps en temps. Soyez discret pour que les voisins ne se plaignent pas. Ernesto a rassuré la vieille dame. Ne vous inquiétez pas, nous sommes de pauvres étudiants. Nous allons bientôt nous marier, donc les fêtes bruyantes ne sont pas au programme. Bien qu'Ernesto évoque souvent le mariage imminent, il n'avait pas intention de légaliser leur relation si rapidement. Ainsi, pour Bruna, il ne restait plus qu'à être patiente et à attendre. Elle ne laissait même pas la pensée que son bien-aimé puisse la tromper. Mais un an s'écoula, et la situation ne bougea pas. Michela la changea. On ne sait pas de qui, mais elle découvrit que les enfants vivaient ensemble. Lorsqu'Ernesto vint lui rendre visite, sa mère demanda. « Tu te fiches de moi? Combien de temps comptez-vous encore vous cacher, toi et Bruna ?» Ernesto prit un air innocent. « Maman, de quoi tu parles ?» La femme éleva la voix. « Ne fais pas semblant. Ernesto, je suis ta mère, et je ne permettrai pas que tu détruises la vie de la fille de ma meilleure amie. » Le jeune homme comprit qu'il ne pouvait pas reculer. Il prit sa mère dans ses bras. « Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien pour nous. Bruna et moi allons nous marier, seulement un peu plus tard. Je n'aime pas du tout ce plan. D'abord, vous auriez dû vous marier, puis vivre ensemble. Et vous faites tout à l'envers. Maman, les temps changent, les coutumes aussi. Aujourd'hui, de nombreux couples vivent ensemble sans mariage, et ils ont même des enfants. » Michela s'éloigna de son fils. Elle parlait avec passion et conviction. « Non, je ne veux pas que tu traites Bruna comme ton père m'a traité. Je ne te permettrai pas de gâcher la vie de cette fille. » Ernesto fut surpris par la réaction de sa mère. « Maman, pourquoi es-tu si en colère? Je ne veux pas que le nombre de mères célibataires augmente. Je veux que mon fils ait tout comme les gens normaux. » De l'autre coin de la pièce, Rosalia prit la parole. « Ernesto, écoute ta mère. Elle a raison. Tout homme qui se respecte doit assumer la responsabilité de ses actes. Et maintenant, tu es entièrement responsable du destin de Bruna. » Le jeune homme était désemparé. Il ne s'attendait pas à une telle pression et finit par céder. « D'accord. Demain, nous déposerons une demande. Bruna et moi voulions d'abord terminer nos études, puis nous marier. Puisque vous insistez, nous accélérons le processus. » Toutes les parties étaient satisfaites de cet accord de compromis. Ernesto, comme promis, appela Bruna le lendemain. La date de leur enregistrement coïncidait avec la fin des études de Bruna, ce qui la rendit très heureuse. Cependant, la joie de la mariée était prématurée. À ce moment-là, elle ne savait pas quelle honte elle devrait endurer le jour censé être le plus lumineux et le plus heureux de sa vie. Michela regardait distraitement les aiguilles de la grande horloge qui trônait au-dessus de l'entrée de la salle d'attente. Elle marquait les secondes et les minutes, mais pour elle, le temps semblait s'être arrêté au moment où son fils l'avait pratiquement chassé de chez lui. Elle ne savait pas où aller ni comment passer la nuit. Par instinct, elle se dirigea immédiatement vers un arrêt de bus et monta dans le premier bus qui s'arrêta. Le chauffeur demanda. « Madame, où allez-vous » Elle posa une question en retour. « Et vous, où allez-vous » Le conducteur était étonné. Des gens étranges. Ils montent dans les transports sans connaître l'itinéraire. « Madame, la destination finale est la gare. » « Oui, exactement. Je dois aller à la gare. » Elle tendit de l'argent pour le billet. Elle n'avait vraiment pas envie de se lancer dans une discussion avec le conducteur qui semblait manifestement s'ennuyer. Elle se dirigea donc vers l'arrière du bus et y resta jusqu'à la fin du trajet. Tout au long du trajet en bus et ensuite à la gare, une seule pensée tournait dans son esprit, que faire ensuite? Michela ne s'attendait pas à ce que son fils la renvoie ainsi, directement depuis la porte d'entrée, après l'incendie qui avait eu lieu la veille. Les voisins étaient prêts à lui offrir un coin, mais elle avait refusé leur aide. « Je vais chez mon fils. Lui et sa fiancée ont récemment acheté un nouvel appartement, de 120 mètres carrés. J'espère qu'ils m'accueilleront. » Cependant, les espoirs de la femme ne s'étaient pas réalisés. Bien sûr, elle aurait pu retourner au village maintenant et frapper à n'importe quelle porte voisine. Mais que diraient les gens quand ils apprendraient qu'Ernesto avait chassé sa propre mère? Comme un cri de désespoir, elle murmura. « Oui, nous avons vendu la maison de grand-mère pour rien. » La femme assise à côté d'elle la regarda avec inquiétude.
Qu'avez-vous dit? Êtes-vous malade? Rien, tout va bien. C'est sorti involontairement. La femme la regarda à nouveau avec inquiétude et précipita de changer de siège. Michla pensa, les gens commencent déjà à m'éviter. Que se passera-t-il ensuite? Cette question avait été posée de nombreuses fois par la femme, et maintenant, même la regrettée Rosalia, après le mariage avorté de son fils, se la posait. Pour cet événement, 2 familles avaient préparé pendant 2 mois entiers. Les mères du marié et de la mariée voulaient que l'événement soit de la plus haute qualité. En particulier, dans ce domaine, l'infatigable Valentina avait brillé. Michla, que tout le monde nous envie la façon dont nous allons célébrer le mariage de nos enfants. Bien que Michla fût habituée à de tels commentaires de son amie, elle demanda avec inquiétude. Valentina, avoue tout de suite ce que tu as en tête. Son amie répondit joyeusement. En bref, j'ai engagé de vrais artistes. Valentina, mais c'est cher. Michla, tout est strictement selon le contrat, conformément au tarif établi. Quant à l'argent, tu n'as pas à t'inquiéter. Je prends en charge ce point. En bref, j'ai contracté un prêt, de toute façon, on ne peut pas faire sans. Une mariée a besoin de tellement de choses. Et la robe, et la coiffure, et autres accessoires. Valentina, pourquoi toute cette extravagance? Si nous fêtons les événements chez toi ou chez nous, ça ira très bien. Michla, Bruna veut inviter tous ses camarades de classe, car leur mariage coïncide justement avec la fin de leurs études. Ils recevront leur diplôme le matin et viendront tous chez nous. C'est pourquoi j'ai réservé la salle de réception de notre restaurant. Michla faillit tomber. Valentina, où allons-nous trouver autant d'argent? Tu as une réserve de la vente de la maison, n'est-ce pas? Nous pouvons emprunter de là, puis tout rembourser. Valentina, quand est-ce que nous rembourserons? Samantha entre à l'université l'année prochaine. Elle rêve de devenir enseignante. Je ne peux pas tromper ses espoirs. On peut facilement changer ses objectifs. Et en fin de compte, c'est le mariage de nos enfants, et nous devons tout faire pour qu'il reste mémorable. En effet, le village entier a encore longtemps discuté du mariage avorté. La mariée heureuse, accompagnée de 20 de ses camarades de classe, est arrivée au village seulement 2 heures avant la cérémonie. Valentina s'est immédiatement précipitée vers sa fille. Bruna, comment peux-tu être si irresponsable à l'égard de ton propre mariage? Maman, ne me gronde pas. Nous avons été retardés au collège. D'abord, il y avait la partie officielle, puis ils ont organisé un buffet pour nous. Nous avons donc dû rester un peu plus longtemps. Ne t'inquiète pas pour ma coiffure, mes amis vont me la faire et me maquiller. Les amis de la mariée se sont immédiatement mis au travail. Et 1 heure plus tard, Bruna rayonnait de jeunesse et de beauté. Elle se tournait devant un grand miroir, admirant sa propre image. Ernesto va tomber à la renverse quand il me verra. Au fait, il n'est pas encore arrivé. Pas encore. Il se prépare probablement aussi. À ce moment-là, Valentina ne ressentait pas encore d'inquiétude, mais par précaution, elle a appelé son amie. Michla, comment va notre mariée? Bruna est déjà prête. Michla restait silencieuse, et Valentina a pensé qu'il y avait encore un problème de connexion. Elle a soufflé dans le combiné. Allô, Michla, tu m'entends? Valentina, ne crie pas comme ça. Je t'entends parfaitement. D'accord, comment va mon gendre? Il est temps de se préparer. La cérémonie est dans une demi-heure. Valentina, ne t'agite pas, Ernesto n'est pas encore là. Quelque chose a dû lui arriver en route. Appelle-le, presse-le. J'ai essayé plusieurs fois, il ne répond pas. Valentina a raccroché en panique. Pour ne pas s'effondrer, elle s'est appuyée contre le mur. D'après le visage de la mère, Bruna a compris qu'il se passait quelque chose de terrible. La mariée a secoué sa mère. Maman, dis-moi, ne reste pas silencieuse. Que s'est-il passé? Quelque chose est arrivé à Ernesto? Je ne sais pas, mais il n'est pas apparu, il a disparu quelque part. Bruna saisit son téléphone portable et commença à composer le numéro familier, mais le téléphone du fiancé était éteint. La mariée et les invités attendirent en vain le disparu du festin jusqu'à tard dans la soirée, mais il ne se montra jamais. Les camarades de classe de Bruna essayèrent de la réconforter du mieux qu'ils le pouvaient, et vers minuit, ils se dépêchèrent à la gare. Bruna, désolé, mais il n'y a probablement pas de sens à attendre. Nous devons attraper le dernier train. Sinon, nous devrons passer la nuit dans la forêt.
La jeune fille était dans un état de stupeur et hocha simplement la tête. Les autres invités se précipitèrent également vers la sortie. Les encas et les bouteilles de boisson restaient intouchées sur les tables, et les serveurs attendaient les ordres de la responsable, qui courait de la cuisine à la salle et vice-versa. Une demi-heure passa, les artistes se pressèrent également de rentrer chez eux, mais ils réclamèrent leur cachet avant de partir. Valentina fut surprise. « Les gars, quel argent! Vous n'avez rien fait de toute la soirée. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons perdu notre temps, et selon le contrat, vous devez nous payer. » Après de brèves discussions, la femme régla les artistes. Ensuite, elle adressa des demandes similaires au maire des mariés déçus, la responsable du restaurant intervenant pour régler la question avec Michela. « Quel paiement exigez-vous, alors que tout est resté intact? Madame, êtes-vous sérieuse? Où vais-je mettre tout ça maintenant? Payez et emportez tout ce que vous voulez. » Les Annie plièrent silencieusement la nourriture et les bouteilles dans des sacs. Elles entendaient les employés du restaurant discuter vivement du mariage avorté. La conversation était ponctuée de plaisanteries et de rires bruyants. « Dans ma vie, j'ai déjà vu une mariée s'enfuir. Mais un fiancé, c'est la première fois. Il a dû décider de se rattraper avant le mariage et s'est égaré dans un lit étranger. » C'est précisément cette version qui fut confirmée quelques jours plus tard lorsqu'Ernesto se présenta devant sa mère la tête baissée. Michela se jeta sur son fils. « Que as-tu fait? Tu nous as humiliés devant tout le quartier. Maintenant, nous ne pouvons plus sortir le jour, tout le monde se moque de nous. » Ernesto essaya de justifier son acte monstrueux. « Maman, tu comprends, tout s'est passé spontanément. Je ne voulais pas agir ainsi, mais j'ai dû le faire. Je ne veux pas écouter tes absurdités. Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que tu ne te présentes pas à ton propre mariage? Si tu n'avais plus envie de te marier, tu aurais pu simplement prévenir tout le monde comme un être humain. Tu te rends compte de ce que Bruna ressent en ce moment? Non, maman, je ne m'imagine pas. Mais je vais tout lui expliquer. Elle me comprendra et me pardonnera. Qu'est-ce que tu veux expliquer à la fiancée abandonnée? Que tu as changé d'avis à la dernière minute avant la cérémonie? Maman, ce n'est pas exactement comme ça. En gros, j'étais en rendez-vous avec une fille. Il ne s'est rien passé entre nous, mais sur les conseils de mes amis, j'ai décidé d'organiser un enterrement de vie de garçon avant le mariage. On a tout bien bu, et Félicita m'a aidé à sortir du bar. Je ne me souviens pas de la suite, comment je me suis retrouvé chez Félicita. Ernesto se tut en baissant les yeux. Michela insista. Pourquoi tu te tais? Allez, raconte-moi tes exploits. Que s'est-il passé chez cette fille? Maman, Félicita est une fille normale. Elle ne mérite pas tes insultes. Les filles normales ne se retrouvent pas au lit avec les maris des autres. En fin de compte, tu étais le futur mari de Bruna, il ne vous restait qu'à vous marier. Et tu as choisi une autre. Maman, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je te le dis, je ne me souviens de rien. J'ai repris mes esprits seulement lorsque Lorenzo a débarqué dans la chambre le matin. C'est son père. Oui. J'ai dit que rien ne s'était passé entre nous, mais il a juré de m'enterrer vivant si je ne me mariais pas avec sa fille. Michela s'affaissa sur la table, épuisée, et éclata en sanglots. Quelle honte! Comment vais-je pouvoir regarder Valentina et Bruna en face maintenant? Son fils essaya de réconforter sa mère. Je parlerai à tante Valentina. Ils ne te laisseront même pas entrer après ça, ils auront raison. Je vais quand même essayer. Ernesto partit, mais revint bientôt. Maman, ils ne sont pas là. Les voisins ont dit qu'ils étaient partis quelque part hier. Michela essuya ses larmes. Parti. Ça ne peut pas être. Elle appela le numéro de son amie, mais avant même qu'elle puisse dire un mot, Valentina cria dans le combiné. Michela, ne m'appelle plus. Ne m'appelle jamais et ne cherche pas à me retrouver. Après ces mots, il y eut des brefs bips. La femme fit plusieurs tentatives infructueuses pour contacter son amie, puis dit d'une voix éteinte. Eh bien, mon fils, tu t'es surpassé. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule amie. Ernesto se jeta aux pieds de sa mère. Maman, je vais épouser Félicita. Elle est gentille, et son père est influent. Il détient la majorité des actions de notre usine, et il m'a promis un bon poste. Michela articula à contre-séhur. Fais comme tu veux. La mère et la grand-mère n'étaient pas présentes au mariage d'Ernesto, alors les jeunes mariés se sont rendus chez elle un jour, mais ils ont été accueillis froidement. Plus tard,
Michla est un peu réconciliée et a même rendu visite à son fils, où elle a fait la connaissance du beau-père. Lorenzo complimentait Ernesto. Cela a également contribué aux nouvelles relations familiales. Pendant le dîner, le père de la mariée parlait avec enthousiasme de ses projets d'avenir. J'ai été veuve très tôt, alors j'ai élevé ma fille dans des conditions strictes. Comme un garçon. J'ai toujours voulu avoir un fils. Et votre Ernesto correspond complètement à ce que je recherche chez un digne héritier. Non, non, je n'exagère pas, Michla. J'ai déjà observé ce jeune homme depuis longtemps. Et quand Félicita m'a dit qu'ils allaient se marier, j'étais ravi. L'invité écoutait l'homme d'affaires, jetant des regards de son fils à l'hôte de la maison. Après tout, Ernesto lui avait raconté une toute autre histoire. Lorenzo ne prêtait pas attention à la confusion de la femme et continuait son récit. Si Ernesto m'écoute en tout, dans quelques années, je lui transmettrai l'entreprise. Et moi, je partirai pour l'Italie ensoleillée. J'y ai une villa juste au bord de la mer Méditerranée. D'ailleurs, je serais ravi de vous inviter pour des vacances. Croyez-moi, il y a des endroits si pittoresques. Après quelques heures passées à la maison, Michla perdit sa capacité à penser rationnellement. Tout ici semblait aussi artificiel que les discours mielleux de l'hôte lui-même. Elle se dépêcha de rentrer chez elle, promettant au beau-père de venir plus souvent. Rosalia attendait avec impatience le retour de sa fille. « Michla, comment est ton beau-père ?»« Eh bien, rien de spécial. Il a lui-même choisi son sort, personne ne l'a forcé. » Rosalia ne répondit rien, mais elle commença à se sentir mal au petit matin. Michla appela une ambulance, mais les médecins remarquèrent avec tristesse. « Votre mère est décédée. » Il aurait fallu s'inquiéter un peu plus tôt. « Comment ça, plus tôt ? Si tout allait bien et que ma mère ne se plaignait de rien. Apparemment, votre mère n'aimait pas consulter un médecin, et la maladie a frappé mortellement de manière inattendue. Malheureusement, cela arrive beaucoup plus souvent que nous ne le souhaiterions. Ernesto n'est pas venu aux funérailles de sa grand-mère. Il s'est excusé longuement au téléphone. « Maman, pardonne-moi. Félicita et moi sommes actuellement en Italie, nous sommes arrivés hier seulement. Même si je le voulais vraiment, je ne pourrais pas venir rapidement. Alors, pardonne-moi, ne t'en veux pas. De toute façon, je ne pourrais plus rien faire. Mon fils, ne t'inquiète pas, reposez-vous. » Michla éclata en sanglots. Ces larmes étaient le résultat de sa déception pour son propre bonheur manqué et de ses sentiments de mère offensée. « Je suis seul, complètement seul. Maintenant, je n'ai même personne à qui me plaindre. Mon fils m'a même privé de mon unique ami. Il me reste un seul espoir, que ma fille au moins ne me réserve pas de surprise. » Mais Michla s'est trompée à nouveau. Samantha n'a pas immédiatement chargé sa mère du fardeau de ses propres erreurs. Elle a laissé sa mère souffler. La jeune fille a facilement été admise à l'université pédagogique, mais dès la 2e année, elle s'est mariée avec un camarade de classe. Et un an plus tard, la grand-mère heureuse prenait soin de son petit-fils. Cependant, la fille a rapidement perdu de l'intérêt pour ses études. De plus, tout ne se passait pas sans heurts dans la jeune famille. Un soir, Michla fut réveillée par un appel téléphonique. Samantha pleurait, et le petit Francis pleurait près d'elle. Inquiète, la mère s'écria. « Ma fille, que se passe-t-il là-bas ? Lucas m'a quitté. Il a dit que Francis et moi, on le rendait fou. Je te l'avais dit, ne te précipite pas pour te marier, mais tu ne voulais rien écouter. Maman, je vais mal en ce moment, et tu m'en rajoutes. Calme-toi. Je viendrai te voir demain matin. » Les 2 années suivantes se sont déroulées dans d'incessants allers-retours entre la ville régionale et le village. Avec beaucoup de difficultés, Michla a convaincu sa fille de ne pas abandonner ses études. « Réfléchis par toi-même, où vas-tu aller avec un diplôme inachevé ? Mais si tu obtiens ce diplôme, tu pourras travailler dans une garderie, et Francis sera avec toi. » Samantha a opté pour des études à distance et, sur les conseils de sa mère, a trouvé un emploi dans une garderie. Lorsqu'elle passait ses examens, Michla prenait en charge Francis. Ainsi, 2 années se sont écoulées. Maintenant, Samantha remerciait souvent sa mère. « Maman, si ce n'était pas pour toi, j'aurais fait une autre erreur. Maintenant, j'ai au moins quelque chose de solide dans ma vie. Il est 6h30, c'est déjà le matin. Je vais essayer d'appeler Valentina. » Son ami répondit après la 2e sonnerie. « Michla, c'est toi. »« Oui, Valentina. »« Salut,
les rumeurs de ta tragédie nous sont parvenues. Tiens bon. Les larmes coulaient sur ses joues. La femme n'y prêtait pas attention. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Michala, tu pleures? Oui, mon ami, je pleure. Je suis assise à la gare et je pleure. Attends, que fais-tu à la gare? Tu prévois de rendre visite à ton fils? La gorge de la femme se serra sous l'emprise de la douleur. Valentina, Ernesto m'a expulsé. Tu sais, en ce moment, j'ai une seule envie, c'est de rejoindre l'au-delà. Eh bien, ne pense même pas à ça, viens chez nous avec Bruna. Nous trouverons quelque chose à faire ensemble. Valentina dicta 2 fois l'adresse du nouvel endroit de résidence à son amie et insista pour qu'elle la répète. Nous t'attendons, je viendrai te chercher. Après avoir parlé à son amie, le cœur de la femme malheureuse se sentit un peu mieux, mais les larmes coulaient encore longtemps en 2 petits ruisseaux chauds sur ses joues. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait à l'avenir, et l'espoir d'une lueur d'espoir s'amenuisait de plus en plus. Michala a découpé en fines tranches les pommes, puis elle a soigneusement disposé les quartiers sur une plaque de cuisson. Le petit Nicolas, âgé de 9 ans, a observé le processus avec admiration pendant un certain temps, puis a commencé à demander. « Grand-mère Michala, puis-je essayer? »« Non, mon chéri, le couteau est tranchant, tu pourrais te couper. Et puis, cela demande une compétence particulière. Tu vois comment je coupe finement. Ce n'est pas aussi facile pour toi. » Le garçon a commencé à se plaindre. Michala a terminé la découpe et a demandé au garçon. « Nicolas, si tu veux vraiment m'aider, apporte-moi un torchon en toile de sac en provenance de la chambre. Il est là, sur la table basse, ce sont de petites étoffes en filet. Nous allons maintenant couvrir nos quartiers et les laisser au soleil. Et en hiver, nous ferons de la compote. Et tu ne partiras pas. Tu veux que je ne parte pas? J'aime avoir 2 grands-mères maintenant. » Le garçon a pris un des plateaux recouverts de toile de sac avec les provisions et l'a emporté dans la cour. Michala observait son petit-fils tout en fredonnant doucement. Son chant a été interrompu par l'arrivée inattendue de Valentina. « Tu chantes encore. C'est bien, la musique fait du bien à l'âme. Écoute, mon ami, je n'ai pas rangé la voiture dans le garage. Peut-être que nous pourrions aller ensemble à la ferme. J'ai besoin de ton avis. Tu es bien plus calé que moi en élevage de volailles. Tu as même suivi des cours autrefois. Valentina, quand cela a-t-il eu lieu? Ne sois pas modeste, depuis que tu es apparu, notre ferme prospère. » Valentina a attrapé Nicolas qui se dirigeait vers le 2e plateau. « Oh, notre petit assistant. Tu veux faire un tour à la ferme? Et ensuite, nous irons chez ta maman. » Le garçon sautillait de joie. « Hourra! Je vais jouer avec les dindonneaux. » La ferme que la mère et la fille avaient organisée il y a 7 ans n'était pas très éloignée. Michala observait son ami manœuvrer habilement sur la route de campagne. « Valentina, je vis ici depuis 5 ans déjà, mais je n'arrive toujours pas à m'habituer au fait que tu conduises toi-même. Tu ne me fais pas confiance? Alors tu n'as qu'une solution, apprendre à conduire toi-même. » « Non, je ne suis pas aussi téméraire que toi. » Michala n'a pas immédiatement réalisé que cet appel depuis la gare, en fin de compte, l'avait sauvé d'une mort certaine. Non pas au sens littéral, mais au sens figuré. Peut-être qu'elle aurait trouvé un refuge temporaire pour elle-même, ou qu'elle serait retournée dans son village natal pour y vivre en solitude. Dans un moment de désespoir, elle a finalement décidé d'appeler celle qui était finalement plus proche d'elle que son propre fils. Lorsque Michala est sortie de l'arrêt de bus, il était déjà midi. Il n'y avait personne autour, et elle a pensé, où est Valentina? Elle a probablement décidé de me venger de la même manière que la faute d'Ernesto. Et maintenant, où puis-je aller? Il y a une forêt partout. Une étroite plateforme s'étendait depuis la petite gare, et Michala a commencé à marcher le long de la piste. Elle avait déjà parcouru une bonne distance quand elle a entendu un coup de klaxon derrière elle. La route était déserte, mais Michala a quand même sauté sur le côté, tout en maudissant le conducteur de la voiture. « N'as-tu pas assez de route à toi? » Mais en réponse, elle a entendu un rire familier. « Michala, où vas-tu comme ça? Je t'ai dit d'attendre, et toi, tu t'es précipité à travers les bancs de neige. Hier, il a beaucoup neigé, et ici, ils n'ont pas toujours le temps de dégager les routes. C'est pourquoi j'ai un peu tardé. » Michala regardait son amie de tous ses yeux, mais elle ne reconnaissait pas en cette femme élégamment vêtue la Valentina d'autrefois. Mais ce qui la choquait le plus, c'était la voiture. « Valentina, d'où vient tout ça?
Peut-être que je suis accidentellement tombé dans un monde parallèle, et que tu es une toute autre Valentina. Non, tout est correct. Monte dans la voiture, en route, je te raconterai tout. Et en général, des surprises t'attendent. Michla jeta un regard méfiant à son ami. Valentina, tu ne vas pas me faire de mal, hein? Tu as au moins un permis de conduire. Tu veux que je te le montre ou tu me croiras sur parole? D'accord, tu m'as convaincu. En chemin, cela a pris environ 20 minutes. Valentina a profité de ce temps pour expliquer brièvement à son ami les péripéties de sa vie. Mon oncle vivait ici autrefois, puis il est mort. Avant, le village était grand, mais après la restructuration, tout le monde s'est dispersé à la recherche de travail et d'une vie meilleure. La maison de mon oncle, elle aussi, était presque en ruine sans surveillance, mais Bruna et moi étions beaucoup plus tranquilles ici que d'être la risée du village. Mais vous êtes partis si soudainement, sans même prévenir. Cela signifie que c'était de ma faute. Sais-tu à quel point cela a été difficile pour moi? Je pense que Bruna et moi avions une situation bien pire. Mais je ne t'en ai pas voulu à l'époque. Tout était comme dans un rêve. D'autres circonstances se sont éclaircies, et ma fille et moi avons dû disparaître précipitamment. Nous ne sommes pas venus ici tout de suite. La propriétaire du salon de coiffure, tu te souviens, je t'en ai parlé. Elle nous a hébergés chez elle. C'était une femme très gentille. Nous avons vécu chez elle pendant presque un an, mais Aurora, c'est ainsi qu'elle s'appelait, était gravement malade, elle avait quelque chose avec ses reins. Elle allait à l'hôpital pour une procédure chaque mois. Probablement la dialyse? Oui, cette procédure. Mais le traitement n'a pas aidé Aurora. Elle savait ce qui l'attendait, et elle nous a demandé, à Bruna et moi, de veiller sur son mari et sur le salon. En un mot, nous sommes restés. Et un an plus tard, nous avons rencontré Oscar. C'est un homme très honnête. Et je suis heureuse d'avoir finalement découvert ce qu'est le vrai bonheur féminin. Tu as de la chance. Comment ton mari réagira-t-il à ma visite? Il réagira bien, je l'ai déjà préparé. En fait, tout dans notre famille se fait d'un commun accord. Oscar et moi vivons principalement dans le hameau. Nous avons réparé la maison de mon oncle, enfin, nous en avons construit une nouvelle à sa place. Nous avons notre propre ferme, nous nous occupons de l'élevage de dindes et de poulets, nous fournissons des produits écologiques. Bruna est restée en ville. D'ailleurs, comment va-t-elle? Tu n'as rien dit à propos de Bruna. Elle va bien, ou presque bien. Tu la verras bientôt par toi-même et tu comprendras. La voiture s'est approchée d'une maison à 2 étages, et Michla a poussé un cri d'admiration. Oh, quelle maison! Je me demande combien cela a coûté? Ne t'inquiète pas, avec leur propre argent. Peut-on vraiment gagner autant d'argent en quelques années? Oui, si l'on s'en donne la peine. Michla a suivi à contre-ségur la propriétaire dans la maison et a été abasourdi quand un petit garçon aux cheveux clairs d'environ 5 ans est sorti à leur rencontre et s'est précipité vers Valentina. Grand-mère, c'est tellement bien que tu sois venue. J'ai attendu si longtemps que tu arrives. Valentina a pris son petit-fils dans ses bras. Nicolas, viens dire bonjour à grand-mère Michla. Le petit a tendu sa main à la visiteuse et s'est présenté de manière adulte. Nicolas. Michla a serré la petite main dans la sienne et a murmuré. Il ressemble tellement à Ernesto, c'est juste une copie. Maintenant, je comprends tout, Valentina. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Pourquoi? Est-ce que cela aurait changé quelque chose à l'époque? Est-ce qu'Ernesto savait que Bruna attendait un enfant? Elle n'a pas eu le temps de le lui dire, elle voulait lui faire la surprise le jour de leur mariage. Mais tu sais toi-même ce qui s'est passé ensuite. Peut-être aurais-tu dû lui dire plus tard, il aurait peut-être changé d'avis sur son mariage avec une autre. Il n'est pas nécessaire de remuer le passé maintenant. Nicolas a tout ce qu'il faut. Nous l'aimons et le gâtons, et son grand-père l'adore. Tu sais, Michla, nous n'avons aucune envie de changer quoi que ce soit. Raconte-moi plutôt ce qui t'a poussé à fuir de chez toi. Michla a longuement parlé de sa solitude et de ses tentatives pour raisonner son fils. Elle a raconté à son ami son malheur et sa dernière visite à son fils. La femme était tellement absorbée par le récit qu'elle n'a pas remarqué l'entrée de Bruna dans la maison. Lorsque la visiteuse a fini son récit, la jeune femme a déclaré avec tristesse dans la voix. Il a vraiment touché le fond. D'accord, il a agi ainsi avec moi. Mais expulser sa propre mère de chez lui, c'est horrible. Après ces mots, Michla a fondu en larmes à nouveau,
et Valentina et Bruna ont essayé de la réconforter. Vis chez nous, après tout, nous sommes maintenant de la même famille. Tu t'habitueras. Peut-être alors tu trouveras une utilité pour tes compétences. L'adaptation dans ce nouvel environnement a été rapide. Dès le lendemain, Michela a déclaré. Si cela ne vous dérange pas, je vais veiller sur Nicolas. Et en général, vous pouvez me donner n'importe quelle tâche. Michela a rapidement intégré ce nouveau mode de vie, mais quelque part au fond de son âme, la rancune envers son fils était une écharde. Le premier mois, Ernesto a essayé de l'appeler, mais elle ne voulait pas répondre à ses appels. Ensuite, son fils n'a plus donné signe de vie. Ernesto roulait à une vitesse minimale sur la route animée. Un sentiment étrange d'anxiété l'avait poussé à être prudent, apparaissant vers le milieu de la journée. En fin de journée, ce sentiment désagréable continuait de croître, et il ne voulait pas rester dans cette ville étrangère pour la nuit. Il n'avait pas non plus prévenu Félicita de son retour, car il s'était disputé à nouveau avant son voyage. Au cours de la dernière année, l'homme s'était souvent posé la question, combien de temps va-t-elle endurer tout cela? Mais il ne trouvait pas de réponse. Il avait peur de s'avouer à lui-même qu'il s'abaissait depuis de nombreuses années pour une illusion de bien-être. Après tout, Lorenzo n'avait pas respecté une seule de ses promesses. Oui, son beau-père l'avait nommé chef du département de conception, mais sa carrière s'était arrêtée là. Un jour, il avait mentionné à son beau-père qu'il serait bien de le promouvoir, car il avait déjà de l'expérience. Mais Lorenzo l'avait rapidement rabroué. Tu n'es pas encore prêt pour ça, pour faire de telles revendications. Un autre serait content de ce qu'il a. Ernesto avait essayé d'influencer son beau-père par l'intermédiaire de Félicita, mais sa femme l'avait également repoussé. Ernesto, je ne comprends pas ce qui te manque. À l'époque, il avait envie de dire à sa femme qu'il avait besoin de l'attention d'une femme ordinaire. Il n'était pas satisfait de cette vie de famille où chacun vivait pour soi. Au cours des premières années de leur mariage, il avait réussi à s'accommoder de cette situation. Il pensait que tout s'arrangerait avec le temps, qu'ils auraient des enfants, mais Félicita ne voulait même pas entendre parler de maternité. Ernesto, des enfants? Regarde ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et de toute façon, tu aurais dû au moins me demander si c'est ce que je veux. À en juger par le ton dont Félicita lui parlait à l'époque, il savait que la maternité ne l'attirait pas du tout, et il était impossible de changer cette situation. Un jour, Ernesto avait évoqué le divorce, de manière imprudente. Sa femme lui avait répondu tranquillement. Ernesto, divorce dès maintenant, mais souviens-toi que tu partiras d'ici sans rien. Il avait pris cette déclaration brutale de sa femme comme une blague. Félicita, comment peux-tu dire ça? Après près de 10 ans de mariage, je n'ai rien gagné. Elle l'avait examiné de la tête aux pieds d'un regard critique. Peut-être que tu as gagné de quoi t'acheter 2 paires de chaussettes. Mais c'est grâce à mon père. Donc, tu veux dire que je suis inutile et incapable de quoi que ce soit. Mais contrairement à toi, j'ai au moins terminé l'université, tandis que tu passais ton temps à faire la fête dans ta jeunesse. Félicita savait comment riposter. Ernesto, tu sais quelle est notre différence? Tu ne le sais pas. Je vais te le dire. Nous avons un statut différent. Même si tu essaies très fort, tu resteras quand même ce petit garçon effrayé de la campagne qui croyait naïvement au miracle. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'existe que dans les contes de fées. Après cet acte humiliant, Ernesto avait envie de claquer violemment la porte et de partir loin, mais il se souvint immédiatement qu'il ne pouvait pas partir car les 2 voitures dans le garage étaient enregistrées au nom de sa femme. Il n'avait même pas sa propre carte bancaire, car son beau-père avait réussi à le convaincre d'ouvrir un compte bancaire familial commun. C'est ma faute si je suis devenu l'esclave de ce couple. Félicita a raison, si je décide de divorcer d'elle, je partirai sans rien. Il se souvint de ce qu'il avait fait il y a quelques années. Tout aurait pu être différent pour moi. À quel point j'ai été naïf de tomber dans le piège de Félicita. Il avait peur de penser à Bruna. Cependant, les souvenirs de cette période heureuse de sa jeunesse perçaient de plus en plus à travers la barrière du temps. En approchant de la ville, il se représentait le visage de son premier amour et faillit éclater en sanglots. Oui, ma vie aurait été complètement différente si je n'étais pas tombé dans le piège de Félicita et de son père. Avec ces pensées en tête, il monta à son étage et, essayant de ne pas faire de bruit, ouvrit la porte de l'appartement. Le silence régnait partout, mais des bruits étranges provenaient de la chambre à coucher. Il se glissa sur la pointe des pieds dans le couloir et s'arrêta net lorsque la nature des bruits lui devint évidente.
Ernesto frappa de toutes ses forces à la porte de la chambre, qui était ornée de mosaïques de verre. Les morceaux de verre tombèrent en tintant sur le sol et 2 corps figés de peur se trouvaient sur le lit. Félicita fut la première à reprendre ses esprits. « Comment oses-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu rentrais aujourd'hui? Et pourquoi devrais-je te prévenir pour cela ?» Ernesto franchit la distance entre la porte et le lit en 2 sauts et gifla sa femme de toutes ses forces. Félicita se mit à crier fort. « Je ne te pardonnerai jamais ça. Tais-toi. » L'amant de sa femme essaya de chercher ses vêtements par terre, mais Ernesto ne le lui permettait pas. Il tira l'homme maigre avec une barbe bien taillée au milieu de la pièce et le frappa. « Et maintenant, sors de chez moi. » Le jeune homme tremblait, mais parvenait à se débattre. Pendant que Ernesto le traînait vers la sortie en ouvrant la porte de l'appartement, il le jeta dans le couloir et referma la porte. Félicita était déjà en peignoir. Elle courait dans l'appartement avec les cheveux en désordre et criait. « Sais-tu au moins qui c'est? Et à quoi bon faire tout ce scandale? Je suis une femme libre et je veux aimer qui je veux. Aime qui tu veux, mais c'est terminé pour moi. Je ne vais pas tolérer ça. » Le mari trompé saisit le sac de voyage laissé dans le hall d'entrée et claqua la porte derrière lui. Félicita le suivit rapidement. « Rends-moi les clés de la voiture. Tu n'es personne. Tu n'es même pas un homme. Aucune fille normale ne voudra vivre avec toi. » Ernesto dévala l'escalier en courant, poursuivi par des insultes et des jurons. « Mon père te réduira en bouillie. Aucune entreprise respectable ne te prendra. » Ernesto arriva dehors et prit une grande bouffée d'air frais. Une idée saugrenue lui traversa l'esprit, il pouvait prendre la voiture. Il en fit le tour rapidement et se dirigea dans la rue en chantonnant à voix basse la chanson préférée de sa mère. Les passants le regardaient d'un air méfiant, mais il ne prêtait pas attention à leur regard, car il se sentait léger et bien dans sa peau. Ernesto se dirigea résolument vers un bar. Toute la nuit, il noya sa douleur et son chagrin dans l'alcool. Il raconta à un compagnon de hasard sa mésaventure, et celui-ci l'invita à passer la nuit chez lui. Ernesto se réveilla dans un appartement étranger avec une gueule de bois dévastatrice. Sa tête lui faisait mal et sa bouche était sèche. Cependant, son téléphone portable ne cessait de sonner. C'était son beau-père. Sans préambule, il se mit à hurler contre son gendre. « Comment oses-tu? Lorenzo, peux-tu parler plus calmement ?» Son beau-père cria. « Tu te moques de moi. Écoute, mon cher gendre. Tu ne travailles plus dans ma société. Je te promets la pire des vies. » Ernesto a éteint son téléphone portable. De la cuisine est apparu son partenaire de la veille, tenant maladroitement 2 tasses de café. « Voici, mon ami, une boisson revigorante. Je ne suis pas habitué à la gueule de bois, et je ne vous le conseille pas. En fait, je ne suis pas vraiment amateur de boissons fortes. C'était juste pour célébrer hier soir. » L'homme a demandé avec compréhension. « Ta femme t'a trompé? Tu l'as surprise en flagrant délit? » Exactement. Je l'ai surprise en plein acte. Moi, à ta place, je l'aurais sûrement tuée si elle m'avait fait ça, mais elle est partie toute seule. Après avoir bu sa tasse de café, Ernesto a pris congé de son hôte hospitalier. Ce n'est qu'une fois dehors qu'il a réalisé qu'il n'avait même pas demandé le nom de cet homme. C'était mal poli de sa part. Et il aurait pu facilement lui voler ses poches. En pensant à l'argent, Ernesto s'est précipité vers le distributeur automatique de billets le plus proche, mais sa carte était bloquée. Il avait une petite somme d'argent dans son sac de voyage, alors il a décidé de continuer à célébrer sa nouvelle vie de célibataire. Les souvenirs des événements qui ont suivi étaient flous pour Ernesto. Il se souvenait seulement être monté dans un train ou un tramway. Il s'était ensuite réveillé avec une terrible migraine et avait découvert qu'il était assis près d'un mur dans un endroit inconnu. La ville scintillait au loin, mais il n'était pas sûr s'il s'agissait d'une ville ou d'une petite localité. Il a réalisé qu'il y avait du sang sur sa tête en touchant doucement ses cheveux. Les os semblaient intacts, mais il avait une blessure à la tête. Il a cherché dans son sac pour trouver quelque chose à boire, se souvenant qu'il avait acheté une boisson la veille pour la gueule de bois. Cependant, son sac était introuvable. Il ne pouvait pas l'avoir perdu, car il contenait toutes ses affaires. Ernesto s'est mis à genoux et a regardé autour de lui, essayant de se souvenir d'où il venait et où il avait perdu son sac. Mais il ne se souvenait de rien. Puis, une pensée horrible lui traversa l'esprit. Il a rapidement vérifié sa poche poitrine où il gardait son argent et ses documents. Tout avait été volé.
Tous ses poches avaient été retournées. Il avait reçu un coup à la tête et tout ce qui avait de la valeur avait été volé. Il a essayé de consulter l'heure sur sa montre, mais il s'est souvenu qu'il n'en avait plus. Ernesto était assis là, en réalisant qu'il avait perdu tout ce qui avait de l'importance. Ses documents, son argent, son identité. Il pourrait essayer de les récupérer, mais chaque fois qu'il imaginait le visage triomphant de Félicita, il perdait toute motivation pour agir. C'était la fin de sa vie de famille, et elle avait été clairement dans son droit. Il ne possédait pratiquement plus rien. Auparavant, il avait au moins des documents. Mais maintenant, il n'était plus personne. Peut-être qu'il pourrait essayer de les restaurer, mais quand il imaginait le visage triomphant de Félicita, il perdait toute motivation pour agir. L'homme a ramassé un bâton quelconque et s'est dirigé vers les lumières. Il atteindrait son but, et là-bas, il verrait ce qu'il y avait de l'autre côté. Il avait très soif, au point d'en avoir la nausée. C'est pourquoi, lorsqu'il a vu une fontaine en bordure de route, il a failli éclater en larmes de joie. Ernesto s'est précipité vers la fontaine, mais il n'a pas eu le temps de prendre quelques gorgées qu'il a entendues derrière lui. Vous auriez pu emporter un récipient au moins, vous, les ivrognes. Prendre de l'eau de cette fontaine est répugnant. Il se retourna brusquement. Une vieille dame se tenait près de la clôture d'une maison privée, le fixant du regard. « Bonjour, madame. Je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas un ivrogne. J'ai été frappé à la tête hier, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. On m'a volé tous mes documents et mon sac. Pourriez-vous me dire dans quelle ville nous sommes? D'où viennent tous ces acteurs, je me le demande? Chaque jour, un nouveau personnage. Et pourtant, les histoires ne se répètent jamais, répondit-elle en se retournant pour se diriger vers sa maison. Ernesto la regarda, perplexe, tandis qu'elle s'éloignait. Il examina son apparence, et même sa soif disparut. Son pantalon était sale et déchiré à un endroit, sa veste ressemblait à n'importe quoi, vraiment. Et Ernesto lui-même, ses cheveux collés par le sang et la saleté, devait avoir quelque chose sur le visage. Il gémit, puis plongea à tête sous le jet d'eau froide. Cela sembla éclaircir instantanément ses pensées. Il nettoya autant que possible sa veste et son pantalon, mais cela les rendit encore pires, en plus du fait qu'il faisait terriblement froid. Je dois continuer. Je me réchaufferai et je sécherai, se dit-il. Ernesto ne savait pas combien de temps il avait marché. 2 heures, peut-être 3, et il semblait que ce n'était pas très loin, mais chaque pas devenait de plus en plus difficile. Il comprenait que se baigner dans de l'eau glaciale n'avait rien apporté de bon. Non seulement il était trempé de la tête aux pieds, mais il semblait aussi que la température montait. Il n'aurait jamais pensé que cela pouvait réellement arriver. Il y a seulement 2 jours, il se promenait en ville en costume cher, dans une voiture de luxe. Et maintenant? Maintenant, il était pire qu'un sans-abri. Parce que les sans-abri savent au moins où se ressourcer ou trouver quelque chose à manger. Soudain, une gare apparut devant Ernesto. Il se sentit un peu soulagé. Il accéléra le pas. Depuis la gare, il pourrait rejoindre l'un de ses amis. Il expliquerait qu'il s'était fait voler. Bien que, probablement, tout le monde était déjà au courant de ce qui lui était arrivé, et personne ne voudrait gâcher sa vie en l'aidant. Ernesto peina pour monter sur le quai. Il regarda autour de lui, étonné. C'était une gare inconnue. Bien qu'il ne se rendît pas souvent à la gare de chemin de fer de sa propre ville, il aurait pu la reconnaître. L'homme regarda le panneau d'affichage. Pourquoi soupirer? Hier était bien, aujourd'hui ne l'est pas. Une voix joyeuse le tira de ses pensées. Il se retourna avec irritation. Devant lui se tenait une femme sans abri coloré. Une veste sale, un œil au beurre noir, sans dents devant. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu m'aimes bien? Eh bien, toi aussi, tu n'as pas l'air si mal. Je ne t'ai pas vu ici. Si tu veux, je peux te réchauffer, et j'ai de quoi boire. Ernesto faillit s'évanouir. Il était déjà mal en point, et après ces paroles, son imagination débordante lui montra plusieurs scénarios possibles. Merci, je n'ai besoin de rien, répondit-il en se détournant et en se dirigeant rapidement vers la gare. La dame, visiblement vexée, cria derrière lui. Tu le regretteras plus tard, tu demanderas de l'aide, et je ne te la donnerai pas. Ernesto se précipita à l'intérieur et ferma la porte derrière lui. Bruna, quand reviens-tu maintenant? Maman, j'essaierai d'être de retour demain. Eh bien, débrouille-toi. Nous nous en sortirons ici si nécessaire.
Bruna se préparait à se rendre en ville pour faire des achats. Elle devait acheter des médicaments pour les oiseaux, de la nourriture. Elle prenait toujours le train car enfin, cette option était disponible pour se rendre dans leur ville. De plus, elle avait besoin de passer du temps à la maison, car elle passait de plus en plus de temps à la ferme. Récemment, elle avait été attirée par cet endroit comme par un aimant. Bruna essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais elle écoutait attentivement chaque mot sur Ernesto. Elle regrettait que Michla ne parle presque jamais de son fils. Et aussi de sa fille. Bien que Samantha appelait périodiquement, ce n'était que pour demander de l'argent à sa mère. Ce qui était le plus étrange, c'est que pendant 5 ans, sa fille n'avait jamais demandé où sa mère s'était installée après l'incendie. Et Michla n'avait pas non plus essayé de lui dire. Il s'avère que la vie est tranquille lorsque les enfants ne sont pas autour. Les enfants adultes. Bruna sortit de la gare et décida d'entrer dans le buffet de la gare. Même si sa mère la réprimandait toujours, les petits pâtés de la gare étaient sa faiblesse depuis son enfance. Valentina la réprimandait toujours. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils mettent dedans. Comment peux-tu même les manger? Tu es presque médecin, comment ne peux-tu pas comprendre ça? Bruna riait. Je comprends tout, maman, mais quand je vois ces petits pâtés, une bête en moi se réveille tout simplement. Bruna se précipita maintenant vers le buffet de la gare. Bonjour, je voudrais 3 petits pâtés aux choux, 3 avec de la confiture et 3 à la viande, s'il vous plaît. Elle entendit un bruit derrière elle, suivi d'une voix rauque. Mademoiselle, excusez-moi, on m'a tout pris, je n'ai rien laissé. Pourriez-vous m'acheter un petit pâté? Elle montra 3 doigts au vendeur, qui mit rapidement 3 petits pâtés dans un sac séparé. Bruna les prit, les tendit au sans-abri, puis finalement le regarda. Mon Dieu, Ernesto! L'homme la regarda pendant un moment, puis murmura. Bruna! Il commença à basculer sur le côté. Bruna réussit à le rattraper. La vendeuse vint à son aide. Est-ce que vous le connaissez? Demanda-t-elle. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi il est dans cet état. Il était plutôt un homme prospère. Quelqu'un s'est donné du mal. Il semble avoir de la fièvre. Mais même si nous appelons une ambulance, personne ne le prendra en charge ici, je ne sais même pas s'ils l'aideront. Nos médecins sont très à cheval sur les bonnes manières, ils n'aiment ni la saleté ni les pauvres. Bruna était complètement désemparée. Elle savait que la femme avait raison. Écoutez, peut-être qu'il y a un médecin ici, sur la gare. Vous savez, il y en a parfois, je paierai. Il y en a un. Comment pourrait-il en être autrement? Allons l'emmener dans l'arrière-salle et j'appellerai le médecin. Ernesto commençait à reprendre ses esprits. Il marmonnait quelque chose. La vendeuse sourit. Il chante? Il semble sobre. Bruna s'approcha de plus près et entendit distinctement une chanson familière. Michla chantait cette chanson presque tous les jours. Le médecin local était un homme imposant. Il était venu avec une mallette et avait soigneusement traité et bandé la tête d'Ernesto de manière très professionnelle. Bruna regarda Ernesto. Que fais-tu ici? Il sourit tristement. C'est une longue histoire, et pas du tout intéressante. C'est ma propre faute. Au final, je suis tombé dans un endroit dont on ne revient pas. Bruna plissa les yeux. Tu sais, tu as raison à certains égards. Tu l'as bien mérité. Et pas seulement parce que tu t'es comporté comme un salaud avec moi, mais aussi avec maman. Tu as vu maman? Où est-elle? Comment va-t-elle? J'ai essayé de l'appeler à l'époque, mais elle n'a pas décroché. Enfin, pourquoi je me justifie? Tu as raison. Hier encore, j'étais sûr d'être très cool et respecté, et aujourd'hui je me retrouve sous une clôture, complètement inutile. Ernesto soupira, et Bruna commença à le plaindre énormément. D'accord, nous verrons plus tard ce qu'il en est et comment cela s'est produit. Peux-tu marcher? Probablement, je peux. Mais où vais-je? Et surtout, pourquoi? Nous allons chez moi, tu pourras te laver. Je te trouverai quelque chose à porter. Et mon mari? Eh bien, ça ne te concerne plus. Bruna s'est soudainement mise en colère contre elle-même. Combien de fois avait-elle imaginé cette rencontre dans ses rêves? Elle aurait giflé Ernesto avec fierté, serait passée devant lui sans le reconnaître. En réalité, tout s'était passé très différemment. Il avait fallu convaincre 3 chauffeurs de taxi avant que l'un d'eux n'accepte de les prendre en voiture. Il regardait Ernesto d'un air désapprobateur tout au long du trajet,
et lorsque Bruna et lui étaient sur le point de sortir, il lui avait dit : « Vous êtes une jeune femme si belle. Et pourquoi avez-vous besoin de cet homme ? Les gars comme lui ne changent pas, ils traînent toute leur vie dans les ruelles. Vous avez vraiment pas de chance. » Ce n'est que plus tard que Bruna a compris que le chauffeur de taxi avait deviné qu'Ernesto était son mari et avait simplement exprimé sa sympathie. Pendant qu'Ernesto se détendait dans le bain, Bruna préparait à manger. Les options étaient limitées car elle n'avait pas été faire les courses depuis un certain temps. Mais elle a trouvé des galettes dans le congélateur. Elles étaient congelées, mais c'était mieux que rien. Il y avait aussi un morceau de fromage dans le réfrigérateur. Bruna soupira et vérifia la boîte de légumes. Au miracle! Il y avait 5 petites pommes de terre. Lorsqu'Ernesto sortit du bain, il faillit s'étouffer de salive. C'est seulement maintenant qu'il se rappela qu'il n'avait rien mangé depuis 3 jours. Il buvait encore un peu, mais il n'avait pas faim du tout. Il mangea prudemment, craignant même de lever les yeux vers Bruna. Mais tôt ou tard, l'assiette serait vide, et il le savait. « Comment vas-tu, Bruna ? » ?»« Je vais bien. »« Et toi ? Qu'est-il arrivé exactement ?» Ernesto se redressa, repoussa son assiette et commença à parler. « Je n'ai jamais aimé la façon dont nous vivons tous là-bas. Je rêvais de vivre différemment à tout prix. J'en avais tellement envie que j'étais prêt à tout, à te trahir, à trahir maman, à tout trahir en fait. » Félicita, ma femme, comprenait parfaitement dès le début. Et elle savait que j'avais un mariage prévu. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de me laisser pour la première fois chez elle. Pendant la nuit, nous avons décidé que nous devions nous marier, et si j'avais encore des remords de conscience le matin, son père, apparu le lendemain matin, les a immédiatement dissipés. Ernesto tambourinait pensivement du bout des doigts sur la table. Je me suis forcé à ne penser à rien, à ne me souvenir de rien. Tu me hantais souvent en rêve, maman aussi, mais je faisais semblant que tout allait bien pour moi, que j'avais accompli ce que je voulais tant. Il s'est avéré que je n'avais rien accompli du tout. Bruna l'écoutait et comprenait qu'Ernesto s'était déjà infligé une telle punition que même son pire ennemi ne lui aurait pas souhaité, mais elle ne put s'empêcher de dire : « Eh bien, Ernesto. D'accord, au fond, je suis une étrangère pour toi, mais maman. Comment as-tu pu lui faire ça ? Tu savais très bien qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle n'avait plus de maison. » Il baissa la tête. « Tu as raison, je ne mérite pas son pardon. » Puis il la regarda. « Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, tu as vu ma mère. Comment va-t-elle ? Je t'ai déjà dit, elle va très bien. Tu sais où elle est en ce moment ? Bien sûr. Tu veux la voir, n'est-ce pas ? Oui, je veux vraiment. Je sais qu'elle ne me pardonnera peut-être pas, mais je dois lui demander pardon. » Bruna y réfléchit encore, puis dit : « Tu sais quoi, je vais te conduire chez maman. Il est temps de te réserver quelques surprises. » Que veux-tu dire par là ? Attends de voir ce que demain nous réserve, et tu sauras tout par toi-même. En dépit de ses attentes, Ernesto a presque passé une nuit blanche. Dès qu'il touchait l'oreiller, il ouvrait les yeux et regardait le plafond. Une mélodie familière revenait régulièrement dans sa tête. Ernesto esquissait un sourire discret. Il savait que sourire dans sa situation était idiot, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Peu importe si sa mère le chassait demain, il demanderait quand même pardon. Le matin, Bruna lui a dit qu'elle avait des affaires à régler et qu'il resterait à la maison. « Je reviendrai et nous partirons tout de suite. »« C'est loin ? » ?»« Non, pas vraiment. 1 heure en voiture. » »« Même moins. » Pendant son absence, il a exploré l'appartement. Apparemment, Bruna vit plutôt bien. Cependant, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu trouver de traces de la présence d'un homme. Il a esquissé un sourire envers lui-même. Il a soupiré et s'est allongé. Le sommeil l'a emporté imperceptiblement. « Michla, tu as préparé la salade. » »« Oui. » Les amis étaient de bonne humeur. Bruna a dit qu'elle ne viendrait pas seule, ce qui signifiait qu'elle avait enfin un cavalier. Après que Ernesto l'ait quittée, elle n'avait eu aucune relation. Valentina comprenait que malgré tout, Bruna aimait toujours Ernesto. Michla, quant à elle, pensait différemment. Elle croyait qu'après ce qu'il avait fait, il était impossible qu'Ernesto soit aimé, et elle pensait que Bruna éprouvait simplement la rancune habituelle des femmes envers les hommes. Quoi qu'il en soit, elle souhaitait autant de bonheur à Bruna que si elle était sa propre mère. Valentina s'est assise. « Michla, comment tu le trouves, ce gars ?» Michla a haussé les épaules.
Peu importe, Valentina, du moment que Bruna l'aime, du moment qui lui plaît. Valentina s'est levée. Michla a regardé par la fenêtre. Regarde, c'est la voiture de Bruna. Va la rencontrer. Je vais finir ici. Michla écoutait attentivement ce qui se passait dans la rue, mais c'était calme dehors. Tellement calme qu'on aurait dit que personne ne parlait. Une pensée lui traversa l'esprit. Est-ce que l'élu de Bruna était muet? Peut-être qu'il communiquait en langage des signes. Bonjour, maman. Michla a laissé tomber son assiette et s'est lentement retournée. Elle a eu du mal à se maîtriser pour ne pas se précipiter vers son fils, pour ne pas le prendre dans ses bras. Bonjour, Ernesto. Pourquoi es-tu venu? Ernesto baissa la tête, un mince espoir que sa mère le reçoive un peu plus gentiment s'évanouissant. Oui, j'ai demandé à Bruna de me ramener chez ma mère pour demander pardon. Pardon? Et ta femme, elle est au courant. Maman, nous ne vivons plus ensemble. Elle m'a chassé, dit-il en souriant ironiquement. Bruna m'a retrouvé presque sous un pont, la tête en sang, sale et sans argent. Quand j'avais tout, je n'avais besoin de personne. Mais quand je me suis retrouvé dans la rue, j'ai commencé à penser à tout le monde. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne pourrai pas non plus. Mais tu sais, je regrette cette affaire plus que tout le reste. Désolé maman. Ernesto se retourna et saisit la poignée de la porte. Michla s'exclama. Attends. Laisse-moi au moins te prendre dans mes bras. Valentina marchait en se mordant les lèvres. Ernesto comprenait parfaitement son état et n'essayait même pas d'engager la conversation. Ils étaient assis sur le canapé avec sa mère et discutaient. Valentina écoutait attentivement, elle ressentait même un peu de compassion pour lui quelque part, mais elle n'avait pas l'intention de le montrer. Elle avait remarqué autre chose, à quel point les yeux de sa petite fille brillaient intensément. Elle aurait voulu dire, celui qui a trahi une fois trahira encore, mais elle se retenait. Ils allaient justement s'asseoir à table lorsque la porte s'ouvrit brusquement et Nicolas fit irruption dans la maison. Grand-mère. Vous n'imagineriez pas ce que nous avons fait avec grand-père. Et Valentina et Michla se mirent immédiatement à sourire. Et qu'avez-vous fait? Nous avons pêché du poisson. Du poisson, et tu en as attrapé? Oui, j'en ai attrapé 3. Et où est le poisson? Nicolas sourit. Je l'ai relâché. J'ai eu pitié de lui. Ernesto regardait le garçon avec de grands yeux. Bruna remarqua son regard et soupira. Fais connaissance, Ernesto. Voici Nicolas. L'homme leva les yeux vers elle. Quel idiot je suis. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit, Ernesto se mit à pleurer. Nicolas regarda sa mère avec inquiétude. Maman, pourquoi l'oncle pleure-t-il? De joie, mon chéri. Et ce n'est pas ton oncle. C'est ton papa. Bruna était elle-même au bord des larmes, et Valentina essuyait les siennes. Pendant ce temps, Ernesto fixait Nicolas. Bonjour, mon fils. Excuse-moi, je n'aurais même pas pu imaginer que tu existais. 3 mois ont passé. Bruna a aidé Ernesto à rétablir ses documents, et il a intenté un procès contre sa femme. Ernesto a dit à Bruna. Je comprends que je ne gagnerai rien, mais peut-être que c'est à cause de mon mauvais caractère, je veux au moins lui compliquer un peu les choses. Bruna a ri. Ton caractère n'a rien à voir là-dedans. Ernesto l'a regardé attentivement. Bruna, j'ai tellement blessé tes sentiments, et tu n'aurais même pas dû me parler. Mais tu cherches des excuses à mes actes. Pourquoi? Bruna a haussé les épaules. Peut-être parce que mon amour est plus fort que l'amertume. Je ne peux même pas t'expliquer pourquoi je ne peux pas te haïr. Ernesto l'a attiré doucement vers lui. Bruna, et si je te demandais une autre chance? Cette chance que j'ai laissée passer quand j'aurais pu être heureux. Elle l'a regardé sérieusement. Je te croirai encore une fois. Le soir, après le travail, Ernesto, qui était désormais indispensable à leur exploitation agricole, se leva. Valentina, puis-je vous adresser la parole? La femme soupira. Elle savait ce qui allait suivre. Bruna baissa les yeux, Nicolas était plein d'anticipation et Michla regarda sévèrement son fils. Valentina, je comprends que vous ne vouliez probablement pas me voir en tant que votre gendre, mais je voudrais quand même demander la main de votre fille à nouveau. J'ai été idiot. Tout ce temps, j'ai aimé et pensé à Bruna, tout comme elle-même. Permettez-moi de vous prouver que je peux être différent. Valentina fit un geste de la main en essuyant ses larmes. Ernesto,
poussé par ses émotions, la prit dans ses bras. Plus tard, autour de la table, alors que Valentina et Bruna étaient partis quelque part, Michela s'approcha de son fils. « Écoute, Ernesto, je veux que tu saches quelque chose. Tu as humilié cette fille, sa mère, tu as fait grandir un enfant sans père. Tu m'as aussi blessé. Sache que si tu blesses à nouveau Bruna, je te réglerai ton compte de mes propres mains. » Ernesto la regarda droit dans les yeux. « Non, maman, je ne te laisserai pas te retrouver en prison à cause de moi. Et ne compte pas sur nulle part où te cacher, car nous prévoyons au moins un, voire deux autres enfants. » Michela enlaça son fils. À cet instant précis, elle souhaita que le temps s'arrête, car elle n'avait jamais ressenti une telle paix intérieure.